Bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode numéro 454 du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et aujourd'hui, c'est le top 25 de la mi-décennie, le top 25 des meilleurs joueurs de la moitié des 2020 qu'on a fait en live Twitch ensemble avec Baptiste, Azad et Antoine Tartrou. Rediffusion de ce live, voici le replay qui était conçu pour être un podcast justement. Et puis comme d'habitude, pour soutenir le podcast, iTunes, Spotify, YouTube, petit like ou petites étoiles. Bienvenue dans le Basket Lab. Mais donc FD n'est pas là, mesdames et messieurs, j'ai appelé un renfort. Imaginez là, vous êtes en 2003, c'est la fin de carrière et moi j'annonce, mesdames et messieurs dans le chat, je vous prie d'accueillir 6-6 from North Carolina. Antoine Tartrou est avec nous, comment ça va Antoine? Alors je sais pas si mon micro va marcher dès le début. Ça fait longtemps que Antoine est avec nous, et oui, Antoine est avec nous. Oh la vache. Oh la surprise. C'est la surprise, hein. Vous n'attendez pas celle-là. Les installations, ça fait trop longtemps qu'elles ont servi là. Et oui, il est là. Un peu le micro, mais. Et je vois que personne n'avait capté mon truc, hein, parce que j'avais dit, mais où est Draymond Green? Bah il est là, Draymond Green, en fait, il est là pour nous sauver. Alors, mais la question c'est, je dois mettre un pain à qui du coup? J'ai ma petite idée si tu demandes à Guillaume, mais bon. Il y a un fan de Jordan Poole plus que les autres quand même ici. Je crois que techniquement c'est moi Jordan Poole, ouais, en effet. Je crois. Mais voilà, Antoine Tartrou, comment ça va Antoine? Bah écoute, les enfants sont couchés, ça va forcément, c'est le meilleur moment de la journée quoi. Eh bien Antoine, je te présente Azad et je te présente Baptiste. Première question, Azad, est-ce que ça va? Je suis stressé du coup maintenant. Tu vois, j'aurais dû préparer l'épisode, je savais que j'aurais dû préparer l'épisode. Et moi Guillaume m'a dit de rien préparer du tout, je sais pas si c'est comme ça d'habitude aussi avec vous, mais... Oui, parce que c'est Guillaume qui fait tout le travail. On est très contents. Vous êtes contents qu'on soit tous les quatre ce soir. On aurait dû être 5, mais du coup, FD n'est pas là. On fera pas le line-up complet des Warriors. Hein. Finalement, il y aura que Kevin Looney à la place de Klay Thompson. Mais voilà. Antoine, pourquoi je t'ai sorti de ta retraite, hein? On peut appeler ça une retraite ou pas encore, Antoine? Je pense qu'on peut commencer à appeler ça une retraite, ouais. Semi-retraite. J'attends de voir un peu combien je touche là tous les mois, mais ouais, je pense qu'on peut appeler ça une retraite. Ouais. Bon, je vois que dans le chat, tout le monde est content de ça. D'ailleurs, il y a Nico qui est aussi dans le chat. Alors Nico, je te ferais bien monter aussi si tu veux, mais je crois que t'es un peu largué au niveau de la décennie. Non, en fait, Nico, il faut qu'il révise le quiz, Nico. C'est MVP 67, Nico, faut que tu me le donnes. C'est ça que tu dois bosser là. Bon. Moi, je veux pas d'Iverson en 2017, moi. Antoine, aujourd'hui tu es là parce que je me dis, est-ce que c'est pas la dernière fois où on arrive un peu, où j'arriverai à avoir ton avis sérieusement sur un classement de décennie? Là c'est que la mi-décennie, mais je suis pas sûr de t'avoir en 2030, hein, on est d'accord? Écoute, la vie des fois déserve quelques surprises, mais je pencherais plutôt du côté sceptique, oui. Bon, bref, tout le monde s'est remis de ses émotions de ce grand moment de radio qui était ingénieux. On a mis 1 heure à le préparer avec Antoine. Non, c'est pas vrai. Je lui ai juste dit, bon, je te file le lien 3 minutes après le début du live. Mais bref, niveau balance, dites-nous, est-ce que c'est bon au niveau des sons? Est-ce que tout le monde est bon? Est-ce que le son de Azad me paraît non? Je t'entends pas, Azad. C'est normal ou pas? C'est vrai, mais c'est peut-être parce que j'ai le cœur à 140 BPM de parler avec Antoine pour la première fois, donc j'ai la voix qui tremble un peu. Mais non, ça. Enfin, moi, le micro a l'air assez proche de ma bouche, mais je suis en train de perdre un avantage pour le quiz. Vendredi, Ah bah là c'est sûr. Hein. Mais non, tu sais que je t'ai fait perdre ton avantage compétitif là, Antoine. Bah oui, c'est ce que je suis en train de me rendre compte. Mais en plus après on va dire voilà, la nouvelle génération, ils parlent avec leurs concurrents et tout, alors qu'avant ça se crachait à la gueule. Bon, une nouvelle génération, Azad, enfin bref. Allez, c'est parti. Bref. Baptiste, on t'entend très bien aussi. Est-ce que tu es avec nous? Je suis remis de mes émotions. J'ai bu un verre d'eau et puis ça va très bien. Je suis toujours là, toujours en place, toujours prêt. Bon, donc j'explique un peu le principe. Hop, le top 100, on le met ici. Ceux qui connaissent, on avait fait un top 100 de la décennie des années 2010. Il y a un excellent direct maintenant, c'est la folie quoi. Ah ouais, bah carrément, on assume le Basket Lab. D'ailleurs, on n'a toujours pas de sponsor par Excel, c'est un peu dommage. Un peu dommage. Et donc, l'idée c'est qu'on a fait un top 100 sur la décennie d'avant, on va faire un peu le même principe de qui sont les meilleurs joueurs. Alors on va pas faire un top 100 aujourd'hui, le but c'est d'y aller un peu plus, de manière un peu plus
un peu plus fun, un peu plus cool, un peu plus détente. On va pas autant se prendre la tête, quoique tout de même il y a Antoine, mine de rien. Mais donc l'idée c'est de faire le classement des meilleurs joueurs de la décennie, de la mi-décennie en tout cas. C'est un peu l'idée, on est en 2025. En termes de valeur cumulée aussi, on prend toujours ce critère. C'est-à-dire que le mec qui fait une seule bonne saison, on classe pas les meilleurs pics, grosso modo. On fait qui a accumulé le plus de valeur en 5 ans, on va dire. Et comme on ne sait pas... Comment ? Qui c'est pour James Harden, ça, c'est ça. C'est comme James Harden qui était devant Curry. Ça marche peut-être pas sur la décennie d'après. Mais... ouais, c'est mal parti. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que peut-être on commence de 1 et on descend plutôt que l'inverse, parce que je sais pas combien de temps on aura le temps combien de jours on aura le temps de traiter. D'ailleurs, je crois qu'Antoine, pour honorer le Basket Lab, où je dis souvent que le carrosse redevient citrouille, tu dois nous quitter assez tôt en plus. Enfin, assez tôt. On verra suivant ce que ma fatigue donne. Donc voilà, tiens, je vous propose d'ailleurs, on se fait un pool de noms, pas Jordan Poole, mais Attends, avant, t'as pas répondu à la question essentielle. Ça commence en 2020 ou en 2021 ? Moi, je fais ce qu'on m'apprend à l'école, c'est-à-dire que la décennie commence en 2021. Comme ça, on fait 21, 22, 23, 24, 25, c'est une mi-décennie. Non, mais je préfère demander. Très bien. Est-ce qu'on se fait une petite liste rapidement de joueurs qui pourraient être susceptibles, ou est-ce qu'on descend comme ça et vous vous sentez de ne pas oublier de nom ? Comment vous préférez ? On y va un peu à l'impro ? Si on fait une liste comme ça, en fait, ça va déjà être assez long, non, de faire la liste des 50 noms. Donc moi, je suis d'avis de partir à la guerre directement. On y va comme ça à la guerre ? Allez, très bien. Bon, numéro 1, qui veut prendre la parole ? Qui veut proposer un numéro 1 ? Est-ce qu'il y a aucune conversation possible là pour le coup ? On n'a pas. Je ne pense pas. Je crains que non. Donc Jokic, on est d'accord, a priori en numéro 1. Faut expliquer qu'en plus il y a son 5 MVP en 5 ans, pour faire un peu la running joke, mais genre voilà, pour le coup, si on classe les 5 premières années, c'est 5 meilleurs en carrière en plus. C'est un peu ça, c'est son explosion de... Il était déjà très bon au niveau NBA, 18, 19, 20, on va dire, mais il explose vraiment encore plus, quoi, pour le coup. Donc on a quand même 5 saisons assez extraordinaires. Alors, sur des stats un peu individuelles, non seulement c'est le meilleur playmaker de NBA, je pense qu'on peut le dire sur la période. Il y a peut-être un duel avec Doncic et encore. Mais en termes de création de jeu collectif, c'est fantastique. Même lui, en termes de scoring aussi, je pense que c'est ça qui est peut-être un peu sous-estimé par certains, c'est à quel point il est aussi méga efficace, quoi. Alors, pas sur des aussi gros volumes, mais Antoine, si on ajoute un peu playmaking et scoring, en termes d'usage total, on a sans doute affaire à un des mecs les plus héliocentriques ou qui a le plus de charge offensive, si on exclut un peu peut-être l'anomalie Doncic ou 2-3 noms comme ça, non ? Oui, et en plus, il y a l'avantage qu'il fait au poste de pivot. Non seulement il fait au poste de pivot, et en plus, contrairement à d'autres intérieurs qui vont avoir beaucoup besoin de la balle pour briller, il peut s'adapter à différents besoins et finalement avoir aussi peu la balle, ce qui fait que non seulement en fait il a l'impact offensif, la manière dont il fait c'est quasiment au poste le plus intéressant parce que l'opposition est souvent un peu plus faible et que voilà, être capable d'être un tel hub offensif en étant à la fois au poste 5 et de pouvoir allier tout ce qu'il fait et à ça en plus une adaptabilité quasiment à ce qu'on peut mettre autour de lui. Proposer une identité de jeu ou s'adapter à d'autres, non, pour moi, il n'y a pas question, quoi. La question serait un peu sur l'impact défensif, mais je pense qu'on a compris en 2025 que parfois on en fait un petit peu trop, c'est contraignant, mais offensivement, la marge est telle qu'il n'y a pas de question à se poser. Et en plus, on a 5 saisons qui sont complètes. Je vois la plus faible totale de matchs, c'est en 2023 avec 69 matchs. Bon, il n'y a pas... Pour moi, il n'y a aucune question. Ouais, c'est vrai que si dans la valeur cumulée, on compte aussi les matchs, c'est vrai que ça peut compter. Mais non, mais en plus, alors des chiffres d'efficacité assez incroyables. Baptiste, je te laisse prendre la main. Tu veux dire un peu sur Jokic où on avance, tu me dis. Non, moi je trouve il y a un truc qui est marrant avec Jokic. Je sais pas ce que c'est votre avis dessus, mais c'est que peut-être les 2 années où il a été le plus fort individuellement, c'est là où il a pas vraiment eu le MVP dans la vraie vie, j'ai envie de dire. 2023 et cette année, quoi, en gros. Et non, mais je suis d'accord avec Antoine, il y a un truc qui est quand même, je trouve, parle bien de peut-être l'omnipotence qu'il a,
c'est que tous les ans sur la décennie, je suis allé voir, c'est le joueur qui a le plus de touches par match et de tellement loin, quoi. De tellement loin, souvent avec 10 de plus, là où entre le deuxième et le troisième, il y a genre 0,5 d'écart, quoi. Donc, ouais, sans surprise, quoi, j'ai envie de dire. Hein. Numéro 2, c'est là que ça va commencer à se bastonner. Si vous voulez, on peut peut-être. Vous pouvez me dire des noms à la volée, je les note, et après on. Ou est-ce que vous avez des favoris pour ce poste de numéro 2, Azad, à qui tu penses? Je pense que je mettrais Giannis. Ouais, Giannis, c'est pas mal. Curry. Ouais. Curry. À moins que Curry, il rate pas une saison? Non, c'est la 2020. C'est la 2020 qui rate. C'est 2021 qui rate, non? C'est 2020 qui rate. 2020. Ouais, 2021, ça échoue au play-in. Ah oui. Oui, le match, meilleur match défensif individuel de l'histoire, Draymond Green, le match de play-in. Mais moi, je pensais aussi en pic, on a Embiid, mais qui manque, qui fait pas 5 saisons complètes, donc je pense qu'on va alors cumuler, il va atterrir un peu plus bas. Non, je pense que. Antoine, tu penses à d'autres gens pas sur. Moi, pour moi, le numéro 2 est assez clairement Giannis. Devant Curry? Ouais. Oh là là. Je pense, en fait, oui, c'est. Je le mettrais numéro 2, oui. Et pourtant, je suis pas le plus grand fan de Giannis Antetokounmpo, mais. Alors, vas-y, c'est juste qu'il y a quand même une grosse régularité, même s'il y a eu des baisses par rapport à son pic, mais. On a quasiment 5 saisons qui sont quasiment de calibre MVP, quoi. Ouais. Bon, il y a Jokic qui est devant, mais pour moi, je dirais Giannis assez facilement numéro 2, ouais. Baptiste, Azad, sur le duel. Du coup, ils osent plus parler, ils vont dire Giannis, forcément. Bah, moi, je pensais Giannis même par rapport aussi à la défense. Je pense que sur la saison régulière, la valeur de la défense, elle est aussi potentiellement apporte plus de compétitivité au total sur toutes les minutes qu'il joue. Et peut-être qu'il y a moins de blessures quand même, parce qu'il y a quand même les 21, 22, 23 Curry, il y a 63, 64, 56 matchs. Après, ouais. En fait, le truc, c'est que je sais pas à quel point on prend en compte les playoffs aussi. Parce que du coup, si on prend les playoffs en compte... Ça fait partie de la décennie, donc on les prend. Et là, peut-être ça me gêne un peu plus de mettre Giannis en 2 si on prend en compte les playoffs. Après, il a une playoff Kinder Surprise en 2021, donc forcément, ça joue entre guillemets en sa faveur parce que du coup, il avait le mérite d'être là finalement. Et non, mais c'est vrai, c'est déjà pas mal. Je vois que Guillaume a fait le boulot de la bataille culturelle sur le titre de 2021. Il y a du bon boulot qui a été fait, ouais. Mais du coup, non, je pense quand même Giannis pour la régularité de l'impact défensif et offensif à travers toutes les saisons régulières, malgré peut-être un peu des défauts en play-off. Mais il y a un joueur dont on n'a pas parlé, par contre, c'est Doncic pour la deuxième place. À quel point Curry et Giannis, ils sont au-dessus de Doncic sur la conversation. Je suis pas sûr. Enfin, je demande. Vu qu'il y a un peu des doutes sur les deux autres, pourquoi pas discuter de Doncic? Bah, moi j'avoue que j'aurais Doncic un peu en dessous et j'aurais instinctivement, moi j'aurais mis Curry plutôt en 2, plutôt que Giannis un peu pour tout ce que vous avez évoqué. Mais c'est vrai que Azad a pas tort sur le côté impact défensif, peut-être l'écart est peut-être plus important de ce côté-là qu'il ne l'est en attaque, même si je pense qu'en attaque, comme dit sur les playoffs, etc., l'adaptabilité, Curry est largement au-dessus, mais peut-être que c'est le côté défensif qui fait que Giannis est là. Mais Doncic, au final, si on prend toutes les saisons, il y a quand même l'année dernière où elle est pas complète sa saison, donc un peu, tu vois, sur le côté valeur cumulée, il est peut-être un peu en dessous là-dessus. Et ça reste aussi un joueur qui est peut-être le meilleur passeur avec Jokic, mais qui est un scoreur qui, pour l'instant, a toujours été quand même assez largement en dessous des deux autres aussi, quoi. Ce qui me gêne avec Doncic, c'est... En fait, il n'y aurait que les playoffs. Je pense qu'il sera quasiment numéro 2. Ouais. Mais il y a des saisons régulières où... En fait, le fait qu'on n'en ait quasiment jamais parlé pour le MVP, c'est... Ou du moins un peu plus sur les places plus loin. Bon, certes, il y a Jokic qui prend toute la place, mais
ça traduit pour moi quand même un petit quelque chose qui est... et en fait, c'est un joueur tellement héliocentrique que c'est un peu normal qu'en play-off, où les responsabilités vont encore monter, que ça l'avantage. Mais pour moi, dans la saison... Comme James Harden. Mais pour moi, les saisons régulières sont un peu plus justes. L'impact défensif peut poser question, demande quand même une certaine adaptabilité pour un impact offensif qui est pas si malléable que ça, quoi. Et on peut faire les mêmes reproches à Giannis. Moi, Giannis, ce qui me gêne, c'est que offensivement, pour l'optimiser, il faut un 5-out. Mais les 5 années ont montré que, en fait, il fallait pas forcément quelque chose d'extraordinaire pour plomber cette attaque. Et défensivement, sans doute avec Brook Lopez, une assise défensive vraiment peut-être la meilleure sur le début de la décennie. Mais quand on a vu Giannis à des moments seul au poste 5, on s'est dit, certes, il n'y avait peut-être pas l'entourage à côté, mais on se disait, c'est quand même un peu décevant, quoi. Pour quelqu'un qu'on qualifie facilement d'un moment de calibre défenseur de l'année, on l'a vu à des moments au poste 5, je sais pas si s'est amélioré depuis, ou les placements, etc. C'était pas ça, et on voit qu'en fait, c'est essentiellement un roamer défensif, un extraordinaire roamer. Mais je trouve quand même que moi, je trouve que c'est un joueur qui ne donne pas trop d'identité, ou des identités qui sont assez fébriles, qui peuvent être contournées. Mais malgré tout, ça reste un impact énorme des deux côtés du terrain. Et je trouve que les autres, c'est un peu plus juste. Il y a peut-être un peu moins de minutes aussi de matchs joués. Curry, ce qui me gêne, c'est sur les dernières années, c'est un peu moins à l'aise pour aller finir près de l'arceau. Ouais. Ce qui casse un peu une dynamique quand même dans le joueur. C'est plus... Le joueur de 2025 est plus le joueur de 2022, clairement, quoi. Alors que Giannis, il y a peut-être des écarts entre les saisons, mais ça reste quand même très, très élevé. En fait, en pic, je ne mettrais pas Antetokounmpo en 2, soyons clairs. Mais si on parle de valeur cumulée sur les 5 saisons, il est là sur les 5 saisons, quoi. Pour te dire, de 2021 jusqu'à 2025, il doit y avoir quoi? Je pense 2000, 3000, 4000 minutes. Je vais dire ça au niveau des minutes. Non, mais j'allais dire les minutes sans Brook Lopez. Il y a une saison où Lopez n'est pas là du tout. Là, il a été moins bon. Et enfin, grosso modo, il y a quand même pas mal de minutes où on a pu voir un gros échantillon de Giannis poste 5. La défense, elle est plutôt autour de la moyenne que élite. Mais Et pareil, tu sais, offensivement, quand on se disait, oui, bien sûr. Okay, c'est du 5-out, mais parce qu'il n'y a pas les armes autour pour faire autre chose. Mais à des moments, quand on s'attendait à avoir plus de main à main, et en fait, se sortir un peu d'un héliocentrisme où Giannis c'est pas vraiment un joueur qu'il faut mettre en héliocentrisme, ça a été un peu décevant aussi, quoi. Et on est d'accord que Curry est un meilleur attaquant sur les 5 ans que Giannis. Oui. Mais pour moi, c'est une question d'assise défensive, quoi. Ouais, je suis d'accord. Mais c'est bon, on va pas refaire le débat Deep Boy 2020 encore une fois, mais c'est pas une encre défensive d'élite, je pense pas, mais je suis quand même d'accord pour le mettre numéro 2, pour dire, je crois qu'il fait 5 fois l'NBA First Team sur les 5 ans, et Curry doit faire 5 fois l'NBA aussi, mais pas toujours First Team. Bon, c'est un peu le détail, hein, juste je le dis pour compléter un peu, pour le coup. Mais ouais, tu vois, je pense que si Curry, comme tu dis, n'avait pas eu ce déclin depuis 2 ans du drive et donc de l'efficacité un peu générale, je pense qu'il y aurait eu peut-être un peu plus match, parce que Ben Taylor aussi en parle beaucoup, mais ce côté où l'attaque portée collectivement par un Curry a toujours été fantastique. Et je mettrais aussi Doncic un peu derrière, je rejoins sur le côté le pic en playoff est quand même assez fabuleux à chaque fois, bon, sauf là quand il est coaché par JJ Redick, quoi. Mais sinon c'était à chaque fois c'est surperformance sur surperformance, quoi, à chaque fois depuis le début de carrière. Mais après les saisons régulières sont pas aussi fabuleuses, et même là, tu vois, si vraiment on est sur un côté très bête de valeur cumulée, j'ai l'impression que la saison actuelle 2025 ou celle qui vient de passer, 50 matchs, 22 à Dallas qui était pas ouf, 28 aux Lakers qui était pas ouf non plus, tu vois, presque il y a un côté où, enfin, sur la valeur cumulée, c'est pas 5 années pleines, quoi, presque, j'ai envie de dire. Ouais, mais son année 2024, par exemple, si on prenait les pics, je pense qu'elle est... Ouais, tu pourrais aller gratter un peu plus haut. Mais oui, je pense que quatrième... Parce qu'en vrai, on parle pas de lui pour le titre de l'année dernière de MVP, parce que Jokic était bien au-dessus, mais finalement, quand tu regardes les stats, tu te dis, bon, c'est pas non plus... Enfin, il finit devant Giannis au classement des votes de MVP. Enfin bon, en tout cas, il y a quand même des... Je pense qu'il est en dessous des deux autres, mais j'ai l'impression qu'il est assez facilement quatrième finalement du classement.
Quatrième, ou alors vous me dites qui est-ce qu'on a d'autres comme candidat. Embiid, ce qui est chiant, c'est les blessures, quoi. Après, on va bien le mettre au bout d'un moment, mais Embiid, on a 21, 22, 23. 24, il fait une demi-saison et 25, rien du tout. Donc on est à 3,5, tu vois. 3,5 de niveau MVP, en fait. Je pense. Ouais. Mais 3,5 sur 5. Donc ça fait 7 sur la décennie, ça fait 70%. Enfin, sur la demi-décennie, ça fait un peu plus de 2 tiers de saison jouée. En playoff, du coup, il y a encore moins un truc à se mettre sous la dent que les autres loustiques. Enfin, je sais pas à quel point aussi la valeur cumulée en playoff ça compte. Est-ce que pour des mecs, là je vais commencer à faire le relou, mais est-ce que pour un mec comme Tatum qui a joué peut-être plus de matchs de playoff que n'importe quel autre gars qu'on va classer, il a mis Jordan Poole dans le classement. Est-ce que on ajoute de la valeur à Tatum parce qu'il a joué plus de playoff, alors qu'en réalité c'est pas que de son fait, c'est juste du fait du contexte dans lequel il a été, quoi. C'est vrai ça, tu vois, Antoine, Tatum qui fait 5 années pleines où à chaque fois c'est Boston qui est finale de conf. Face à Doncic, ça se bat un peu ou il y a vraiment trop un différentiel de quand même Doncic. Non, je mets Doncic devant. Je mets Doncic devant. Doncic, honnêtement, il a pas eu forcément des mauvais contextes, mais on n'a pas eu des très bons autour de lui. Mais malgré ça, en fait, il y a ce côté arrivé en playoff. J'ai l'impression que il y a personne qui va affronter Doncic. Ça doit remonter un petit peu. J'avais fait un calcul et mais il avait déjà un nombre d'upsets. Alors, ses équipes avaient un nombre d'upsets qui était déjà assez impressionnant. Alors bon, ça vient aussi du fait que quand tu démarres 5, 6 ou 7, c'est plus facile tout de suite d'aller faire des upsets, mais il faut les faire quand même. Mais non, Doncic a cette capacité en playoff à les faire tomber et complètement déjouer des gros. On peut pas. Moi, je mets ça au-dessus parce qu'en fait, ils te offrent des opportunités qui sont presque incroyables. Là où un Tatum ne va te faire que confirmer un petit peu les attentes. Je sais pas si je suis très clair dans ce que je dis, mais Doncic, c'est vraiment ce joueur à des moments capable d'aller faire passer des paliers à des équipes qu'on ne pensait pas possible, quoi. Tatum est plus dans cet apport régulier classique, un peu ce qu'on peut attendre, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. Quand je parlais de Tatum, c'était vraiment plus sur à quel point on valorise le fait que il y ait entre guillemets, je pense que il joue sur 2 saisons, il joue plus de matchs de playoff que Giannis ou que Steph Curry ont fait sur les 5 dernières années, mais parce qu'il est à l'Est. Et parce qu'il est dans une équipe qui a été construite de la meilleure des manières, donc c'est pas forcément J'ai les chiffres, là. Tatum, c'est 76 matchs de playoff. Ouais. Doncic, c'en est 49. Et Curry, c'en est 30. C'est 43. Ouais, parce que c'est vrai qu'ils ont je pense que Giannis, c'est pareil, il doit être autour des 40. C'est vrai qu'ils ont le run où ils vont au titre finalement. Giannis à 41, oui. Ouais. Donc au final, ils jouent. En fait, là, j'en vois pas beaucoup plus sur la liste qui en ont autant que Tatum. Il y a Jalen Brown qui apparaît. Oui. Par contre, Jalen Brown. Ouais, ils sont finalistes où ils perdent en match 7 des finales de conférence, quoi. Mais il est moins transcendant, tout simplement. Donc, il se bat. Je veux dire, il y a quand même des échecs de Boston qui vont perdre contre quelques équipes qu'ils auraient dû passer. Et Tatum n'est pas le seul responsable, mais il n'a pas un totem d'immunité, quoi. Ouais, c'est presque chaque année, hein. Bon, on prend 2021, là, on va dire que c'est l'année où il peut pas faire grand chose. 2022, ils perdent en finale. Bon, c'est pas que de son fait, mais il fait quand même, il fait pas des très bonnes finales. Apparemment, il était blessé au poignet. Bon, 2023, l'équipe se casse la gueule face à un Miami Heat ensorcelé. Mais du coup, c'est aussi du fait des joueurs et ils se blessent au dernier match finalement. Du coup, au Game 7, vous aurez pu le passer devant. Bon, 2023-2024, il fait des playoffs parfaites alors qu'il récupérera aucun titre de MVP des trucs là, mais ça, tant pis. Et 2024-2025, c'est pareil. En vrai, je pense que ça manque il joue bien, mais ça manque de drive, ça manque de passing à des moments et ça manque dans des situations où les défenses se sont beaucoup adaptées au jeu de Boston, finalement, t'arrives un petit peu aux limites de ce que peut faire Tatum. Et quand tu regardes les true shooting plus, on dit que Tatum, c'est un joueur qui est efficace, mais il n'est pas très efficace. C'est 101, 102, 104, 104 et 101 de true shooting plus.
Quand tu joues dans le meilleur spacing de l'histoire, est-ce que c'est même pas finalement un peu décevant d'avoir ça sur cette efficacité? Après, la défense, pour le coup, comparé à Doncic et Curry, je pense que tu as l'apport défensif qui est très bon, mais d'un autre côté, c'est pas un protecteur de cercle non plus. Et je pense que l'apport de spacing de Tatum, il joue dans le meilleur spacing, mais il y a des systèmes entiers des Celtics qui sont juste mettre Tatum au milieu du terrain. Et en fait, tu peux attaquer à 4 contre 4 avec 4 joueurs qui peuvent porter la balle et tirer. Donc finalement, tu gagnes aussi. Donc il a une valeur un petit peu dans ce sens-là aussi sans ballon. Mais pour moi, en dessous de ces 4-là, assez facilement. Mais peut-être que je le mettrais au-dessus d'Embiid, LeBron, KD et tout, dans le sens où il a quand même joué le plus de matchs et le plus de matchs de playoff est à un niveau finalement plancher qui est bon, dans des équipes qui sont toujours compétitives, et t'as ce truc que Ben Taylor appelle le Brown Belt partout, c'est genre en fait il a pas vraiment de défaut non plus, donc je pense que tu peux le mettre 5e de la décennie par rapport à tout ça finalement. C'est pas un joueur identité, mais c'est un joueur plug and play partout, quoi. Il n'y a pas de contexte où l'apport de Tatum serait compliqué à voir en fait, quoi. D'ailleurs, j'aime pas faire ça d'habitude, mais là vu que j'ai pris un énorme échantillon, 21, 22, 23, 24, 25, l'attaque des Celtics, tu vois, avec Tatum, elle est à 119. Sans Tatum, elle est à 114. Je pense qu'il y a un peu ce côté où c'est un peu moins, comme tu dis, l'identité de l'équipe. Parce qu'il y a une profondeur, il y a un spacing parfait, etc. Et après, ouais, la valeur défensive est assez cool, mais même, tu vois, avant de le mettre 5 et de le mettre 5, même Baptiste, tu vois, par rapport. Parce que je pense qu'on est d'accord que le pic de Embiid est plus haut, entre la défense du panier et même la création offensive, ou pas. Mais est-ce que vraiment, tu vois, 3 années et demie de Embiid d'un niveau plus haut, ça peut pas passer devant 50 Tatum? Je sais pas. Après, ça, c'est l'exercice des valeurs cumulées, mais tu vois, Embiid, c'est quand même costaud. Et puis, on n'a même pas encore parlé de LeBron ou de Durant, quoi. Ouais, moi, j'avoue que tu vois, en termes de. Je pense, en fait, ce qui est un peu dérangeant avec Embiid, c'est que t'as un pic de saison régulière. Mais t'as aussi le problème des playoffs qui pour moi est assez flagrant aussi, quoi. Enfin, qu'on peut pas omettre dans le sens où t'as le problème des blessures en soi. Ça, il y peut rien un peu, c'est pas de son fait. Mais malgré tout, dans ce truc valeur cumulée, ça joue un peu. Mais après, t'as surtout le côté où je trouve qu'en playoff, c'est un peu comme Giannis où tu vas vite voir ses lacunes finalement. Et c'est un joueur identité un peu pour reprendre les termes, mais qui est pas le joueur d'upset qu'est Luka Doncic, quoi, qui se transpose pas super bien en playoff aussi de par son style de jeu, je pense. Et c'est ça qui fait, tu vois, par exemple, je réfléchissais peut-être qu'en termes de pic offensif et création d'attaque, c'est pas tout à fait pareil. Enfin, c'est même un cran en dessous. Mais est-ce qu'un joueur même qu'on n'a pas cité, mais Anthony Davis, dans le côté à quel point il peut faire augmenter le plafond d'une équipe, je trouve que c'est un cas aussi intéressant, même si pour le coup, je pense qu'il a dû louper beaucoup trop de matchs. Bah après, tu vois, sur le côté joueur identité qui porte un peu l'attaque, etc. Antoine, je sais pas ce que t'en penses, mais il y a un côté où on a 3 joueurs qui se ressemblent beaucoup pour moi, c'est Embiid, c'est Durant et c'est SGA, où c'est pas le même côté qu'un Jokic ou un Doncic sur le côté dicter l'identité, justement. C'est un peu, il y a une équipe, il y a eux qui mettent leur tir et puis. Joel Embiid est quand même un joueur qui va te contraindre pas mal dans ta construction d'équipe quand même. Par rapport à ce qui est moins vrai de ce que tu dis derrière, quoi. Même un Durant, pour moi, un Durant est un joueur il va amener ses problématiques, mais en soi, il va pas te. Je trouve qu'en fait, avec Durant et SGA, si c'était le 3e que tu as cité, on revient un peu plus sur des joueurs qui sont plug and play et qui vont pas complètement t'amener une identité de jeu claire et définie, mais où l'apport va quasiment être constant à chaque fois, quoi. On peut les imaginer en plein de contextes. D'ailleurs, Durant, on a eu plein de contextes et il y a ses défauts, mais ça se transpose quasiment à chaque fois. Joel Embiid, c'est quand même très particulier. Pour moi, Embiid, c'est quasiment un joueur. Son pic, ça arrive 8 années trop tard, quoi. C'est ce protecteur d'arceau qui pouvait être, je me rappelle, ces jeunes années. C'était, je sais plus si c'est la saison 2019 où clairement, on se dit, mais est-ce que c'est pas le meilleur défenseur de la NBA, quoi? Et on commençait à avoir en 2013, on se dit à l'époque. Hein. Mais on se dit,
Et on sent que déjà à l'époque, il y a des moyens un peu de l'attaquer. Il y a toute cette histoire d'Alorford et tout. Mais passer à la décennie suivante, ça devient beaucoup plus évident. Et il a plus la même mobilité qu'avant aussi. Il y a un problème aussi pour Mike Embiid, c'est le cardio. On s'est toujours un peu moqué de Jokic, qui au final fait les matchs, mais aussi a le cardio pour tenir longtemps. Embiid, je sais pas si à la fin c'est simplement intrinsèque, c'est au-delà des questions où il y a eu beaucoup de blessures, c'est difficile d'avoir le rythme, ou est-ce qu'il travaille pas assez. Je me demande s'il n'y a pas quelque chose d'inhérent, ou c'est un joueur qui pouvoir impacter une série de playoffs sur 40 minutes quasiment chaque match. On sent bien que pour Embiid c'est compliqué à chaque fois, quoi. Ouais. Et du coup, moi j'ai l'impression que je retrouvais plus ou par séquence, à des moments, je sais plus que une série il y a 1 an ou 2, où on retrouve des séquences, l'année où il y a Harden, on retrouve des séquences à des moments qui sont sur quelques matchs qui sont impressionnantes, et il y a d'autres matchs où on les retrouve plus du tout, quoi. En défense, c'était pas vrai il y a 5-6 ans, quoi. Contre Boston, en défense, il est énorme. En défense 2023 contre Boston, par séquence, comme tu dis. Oui, mais par séquence, en fait, c'est ça qui me gêne, si tu veux, quoi. Et c'est ça où l'apport est nuancé. Et offensivement, il a acquis ce shoot à mi-distance qui fait que super scoreur, mais difficile à intégrer autour d'une dynamique collective. Alors, il a jamais eu un spacing parfait autour de lui pour l'attaquer, mais on aurait pu s'attendre à mieux. Et c'est surtout que c'est dans la réalité, c'est que dans la NBA d'aujourd'hui, attaquer au poste sans avoir un très bon jeu de passe, ça va vous fermer des portes à un moment, quoi qu'il arrive en play-off, quoi. Et en fait, on peut dire ça de son attaque et de sa défense. Et quand je dis ça va fermer des portes, je parle pas des finales ou des finales de conférence, quoi. Je parle des demi-finales, voire peut-être même avant. Et c'est ce qui me gêne un peu avec Embiid, au-delà en plus des blessures et tout, quoi. Je trouve que Embiid, c'est un peu un joueur offensivement que je mettrais un peu comme Giannis, dans le sens où, tu vois, Kevin Durant, Jason Tatum, Stephen Curry, c'est un peu des joueurs plug and play, même si Curry en plus il a ce bonus de créer un peu le fond du jeu. Là où Embiid et Giannis, ils te forcent le contexte que tu es obligé d'avoir. Là où Giannis, tu dois avoir un peu un 5-out, Embiid, on a bien vu que finalement sa meilleure version, c'était peut-être avec un bon playmaker aussi, qui peut le servir sur pick and roll ou sur des choses comme ça. Et finalement, du coup, c'est un contexte ultra particulier qu'il faut pour lui, pour qu'il brille. Et au final, avec une rentabilité qui est pas non plus immense tactiquement, quoi. Contexte qu'il a jamais eu aussi. C'est là où c'est pas facile à avoir. Il a eu Harden, mais bon, ça déstabilisait quand même pas mal de l'autre côté du terrain. Et les blessures. Au final, il joue toujours blessé. Ouais. En fait, c'est tout. On a toujours la version d'Embiid. On a toujours une version d'Embiid blessée, entre guillemets. Et peut-être celle la meilleure qu'on ait vue, c'est celle où il se blesse du coup au bout de 40 matchs, où là on approchait sur des trucs qui étaient quand même assez ouf, avec un usage à 40%, une grosse efficacité, un gros volume, et il avait l'air bien physiquement, mais sinon tu regardes les playoffs, à chaque fois il y a une blessure au visage. Ça c'est plutôt ça va, c'est en 2018 je crois contre les Celtics, mais contre les Celtics en 2023 justement, où il y a des séquences défensives où il est impressionnant. Il y a aussi des séquences défensives où il peut pas trop bouger, parce qu'en fait, c'est par moments qu'ils arrivent finalement à bien le placer, mais dès qu'il est mal placé, vu qu'il joue souvent blessé, ça a du retard. Et c'est en 2024 où quand il joue contre les Knicks, tu te demandes, ça fait physiquement, de la peine. Et puis physiquement, quand tu le vois aller prendre ses lancers francs, tu te dis, mais en fait, il est en train de mettre sa santé en danger. Et d'ailleurs, au final, cette saison, il a joué 19 matchs, quoi. Donc je pense que les blessures, au-delà du fait qu'il n'ait pas de cardio, je pense qu'il est même rarement à 100%, et je pense qu'on n'a pas vraiment... En fait, on ne sait pas vraiment ce que c'est de Joel Embiid à 100%. Et j'ai envie de dire même avec Nick Nurse, parce que du coup, tu vois, c'est un peu ce que tu disais à Azad, mais 2023-24, je trouve son utilisation, elle est aussi un peu différente, et c'est ça qui était cool, où Nick Nurse le fait jouer un peu plus lancé, etc., plus de drive ou plus de choses comme ça. Et finalement, on n'a même pas pu voir ce que ça donnait sur une saison complète aussi de ce point de vue-là, quoi. Pourquoi c'est aujourd'hui que je me rends compte que les Sixers sont passés du Doc à Nurse? Bref. J'ai jamais fait le lien, mais non, mais alors question. Bon, Embiid peut-être un peu en dessous aussi au niveau des cumulés, mais LeBron James par rapport à Tatum,
bon, on est d'accord que les 5 dernières années, mi-décennie, défensivement, je pense que Tatum est meilleur, mais tu vois, LeBron commence pas mal. Est-ce qu'offensivement, LeBron n'était pas un... Je sais pas. Antoine, je te choque quand je dis LeBron versus Tatum ou... Un peu, je crois. Ok. Je sais pas. Je connais pas très bien le LeBron de ces 2 dernières années. Mais... Un peu moins fort, mais on est d'accord qu'il n'y a pas photo sur les 2021, 22, 23, non? Bon. Et il joue pas beaucoup. Tu vois, même 2023, je me pose des questions. En fait, tu sais, on finit par arriver à un stade où tu sais, tu gardes la prééminence du joueur en te disant, mais ça reste LeBron James, sauf que tu sais, il s'économise en fait. Et il a toujours fait ça, LeBron James, quasiment depuis... Déjà, même à Miami, j'ai à des moments, j'ai l'impression qu'il faisait ça, mais j'exagère peut-être, mais c'est surtout à Cleveland. On disait, bah oui, il s'économise, et ça qu'arrivaient les playoffs, boum, arrivaient les playoffs, quoi. Et ce qui fait qu'à un moment, tu sais plus à quel point il s'économise ou il s'économise plus, surtout quand tu peux plus briller sur 4 séries de playoffs pour compenser, quoi. Et je pense que même arrivé 2023, on commençait à avoir déjà un peu ce joueur où les économies, tu sais, c'était un peu LeBron James à la carte. Et c'est ce que tu disais dans certains de tes podcasts, LeBron James qui est à 100%, waouh, oui, ça décoiffe, quoi. Mais c'est combien de matchs où il y a LeBron James à 100% et on voit qu'avec le temps, tu sais, on n'est même plus à la fin sur des matchs, on est sur des bouts de matchs, quoi. En disant, oui, parce que le vrai LeBron, il prendre un 4e carton ou pas, quoi. Le vrai LeBron désosse Denver plus facilement que ça a été le cas, quoi. Mais t'as toujours 5 séquences par match sur ces séries où ah tiens, LeBron il drive, bah mince, Jokic il peut rien faire, quoi, en drop ou en edge. Et sauf que c'était jamais sur la série la totalité, quoi. Mais après c'est quand même 5 saisons complètes, donc je pense que LeBron ça peut être pas mal en candidat aussi dans ce lot-là. Complète. Non. Enfin, 21 il joue 45 matchs, 56 matchs, 55 matchs et après les 2 dernières il est à 70. Et en playoff, sur un nombre de matchs quand même. C'est le concept, je sais pas. On parle d'un tiers de saison loupé quand même, c'est pas. Attends. Embiid, on est là, on dit 2021 c'est 45 sur 60 matchs en 2021. 45 sur 60. Saison plus courte. C'est pas 72? Non. Si, je sais plus. Attention. C'est sur moins de matchs quand même. Mais non, mais je veux dire, bon, on peut si vous voulez, mais moi dans l'idée de valeur cumulée, c'est en termes de nombre de saisons surtout. Sinon après on commence à calculer le nombre de matchs à louper. Mais non, mais ok, moi, ça me va. Mais Durant, sinon, qu'est-ce que on n'a pas trop parlé encore. Durant, pour dire un peu, parce que c'est un peu flou au niveau de la décennie, il est blessé 2020 après avoir signé à Brooklyn, mais 2021 c'est la fameuse année avec le trio. Il fait que 35 matchs de régulière cette année-là et 2 séries de playoffs. 2022 c'est toujours avec Brooklyn. 2023 c'est je demande un trade, je fais une demi-saison et puis je vais à Phoenix faire quelques matchs. 2024 c'est l'an passé avec le trio et 2025 c'est également avec le trio mais qui est un peu catastrophique. Donc qu'est-ce qu'on fait de ça et surtout d'une version de plus en plus caricaturale de scorer de son côté et le prime défensif qui était jusqu'en 2021-22 mais moins fort depuis, quoi. Dans ton question, c'est bien classé par rapport aux autres. Dans ce lot-là, entre des LeBron, etc. Qu'est-ce que je sais pas, ça m'inspire. Je crois que je le mettrais devant LeBron. Oh, le froid. Devant LeBron. Et du coup, et par rapport à Embiid Parce qu'en fait, j'ai cette image, mais c'est toujours compliqué avec ces classements, c'est d'éviter les biais des dernières années. Mais en 2021, au Nets, c'est pas long, mais c'est peut-être en fait le pic de Kevin Durant pour moi, quoi. Ouais. Je veux dire, on a cet apport offensif. Je sais pas si déjà on a les problèmes il va pas beaucoup à l'arceau. On doit les avoir parce que c'est post-blessure, je pense. Mais il y a en fait, c'est surtout ces années où défensivement, c'est aussi quasiment le plus intéressant, quoi. Et j'ai envie de dire, ces séquences-là, c'est des séquences qui sont pour moi meilleures que les séquences de LeBron James, je trouve, sur la même période. Mais bon, on n'est pas en train d'évaluer les pics, quoi. Non, après on peut les mettre ensemble, hein. On peut ne pas. Tiens, j'ai une question pour vous. À quel point vous voyez une différence entre le Durant du naufrage collectif des Suns cette année avec la Durant d'il y a 2 ou 3 saisons?
pour vous, c'est le même joueur, c'est juste que, entre guillemets, ça n'a pas collé pour plein de raisons qui sont peut-être sûrement partie de sa faute? Ou non, est-ce qu'on voit un joueur qui est sur vraiment la fin de sa carrière et ça commence à fatiguer? Pour moi, Baptiste, le micro est un peu faible par contre. C'est pour ça qu'il t'a pas coupé la parole tout à l'heure, c'est juste qu'on t'entendait pas, donc il a parlé, Antoine. Mais... Je me lance. Est-ce qu'on m'entend là? Vas-y. Ouais. Je me lance, mais non, pour moi, en tout cas, sur son passage Phoenix, c'est quasiment le même joueur chaque année. Pour moi, la seule différence de cette année, c'est peut-être défensivement, et encore, je trouve que sur le début de saison, c'était pas un mauvais défenseur, c'est plus que au fur et à mesure de la saison, on a senti que quelque chose, que la défense collective était partie à volo du côté de Phoenix. Mais pour moi, au final, en fait, sur tout son passage à Phoenix, il a quasiment à chaque fois la même répartition de tirs par zone. C'est un joueur qui a chaque année, c'est pas un passing qui a évolué. Et c'est la même efficacité ou quasiment quoi chaque année, donc c'est le joueur qu'on connaît. Après, c'est vrai que peut-être si on remonte, c'est peut-être là-dessus où ça change, mais sur les 2-3 dernières saisons, j'avoue que j'aurais du mal à dire oui, la saison 2025 elle est bien en deçà de la 2022 quoi, ou de la 2023 pardon. Il a beaucoup de matchs loupés quand même, 35 matchs en 2021, 55, 47. Et après, les deux dernières saisons, 75-62, mais qui sont presque celles qu'on voudrait mettre un peu en dessous. C'est... Ouais, non. Ouais, on re-switch LeBron devant Durant. Au niveau des matchs. Non, après, je mets des couleurs. Hein. Je sais pas si vous voyez le Excel. On fait des chapeaux, grosso modo. Et du coup, tu mets Embiid derrière, quoi. C'est la question. Moi, je vous écoute. Hein. Moi, je suis juste là pour animer. Hein. Moi, je pense que je mettrais quand même les 3 saisons et demie de Joel Embiid devant. Je pense aussi, oui. Parce qu'au final, même eux, ils ont 3 saisons et demie à leur manière, un peu Durant et LeBron. Et vas-y, pardon. Non. Après, sur Durant, moi, je trouve que là où ça pêche un peu sur les dernières saisons, où je vois une différence avec Brooklyn, c'est sur la capacité de se projeter au cercle, mais du coup de pouvoir aussi en profiter pour le passing entre guillemets. Et pourtant ça paraît très bizarre de dire ça parce que normalement j'ai l'impression que le passing c'est un peu comme le shooting, c'est des choses qui viennent au fur et à mesure des années et normalement tu dégraisses pas au passing, mais j'ai l'impression que peut-être que Durant a moins de coffre qu'avant aussi et a peut-être moins de gravité et j'ai l'impression qu'entre guillemets son passing a perdu en valeur ou en qualité et je pense que sur un joueur qui porte autant la balle c'est aussi peut-être un peu problématique là où LeBron j'ai l'impression que même s'il choisit ses moments défensivement, offensivement t'as quand même une valeur qui est bien meilleure en termes de création de passing, t'as aussi plus de variété peut-être dans et les drives et le post-up, t'as une saison où il devient un des meilleurs joueurs en catch and shoot de la ligue aussi, donc je sais pas, j'ai l'impression que les 5 dernières années de LeBron James sont un peu plus diversifiées et Kevin Durant n'est pas ni assez transcendant en défense ni en attaque pour finalement passer un peu au-dessus de cette diversité qu'apporte LeBron James dans son évolution de carrière. En défense, il l'a été mais 1 an quoi en fait, donc c'est pas assez. Oui, c'est 50 matchs quoi en plus. Mais bon. Mais sur Embiid, je trouve qu'il y a aussi un truc qui moi me le fait mettre devant les deux. C'est que c'est peut-être plus le 10 sur 10 en défense, mais je trouve même sur ces saisons régulières, ça reste un bon 8 sur 10, quoi. Enfin, ça reste un très très bon protecteur de panier et qui a aussi un côté assez dissuasif, je trouve, même si il y a certaines séries, certains passages, on va dire, où tu vois qu'il se protège un peu des fautes, etc. Mais je trouve que ça reste un joueur qui a un impact défensif plus gros que LeBron et KD. Et du coup, c'est pour ça aussi que je suis assez convaincu de le mettre devant les deux, quoi, et avec Tatum dans son tiers. Donc en effet, top 50, c'était un peu présomptueux de ma part d'annoncer un top 50. Juste pour vous dire, est-ce qu'on n'arrive pas aussi à une zone où, tu vois, je veux que Joel Embiid avec 3 saisons et demie, on le met 6ème à peu près. Est-ce qu'un Lillard, ça peut pas un peu se batailler là-dedans? Lillard il fait 2021, 22 il est blessé, 23 il est encore génial, donc ça fait 2 saisons
24, il est un peu plus décevant, mais 25, c'est de nouveau pas mal. Donc, tu vois, on est presque à 4, quoi. Même si la 4e, elle est pas ouf. Il y a du Butler aussi qui va être par là. Bon, saison actuelle, 25, un peu entre parenthèses, parce qu'il il voulait pas jouer, donc il a joué, mais pas tant que ça. Mais qui fait sinon, qui fait 21, 22, 23, 24 de bon niveau, plus les pics en playoff. Pourquoi pas aussi du Kawhi, même si Kawhi a été beaucoup blessé. Donc, ouais, peut-être pas quand même Kawhi, mais tu vois, est-ce qu'un Butler viendrait pas un peu s'inviter dans ce tiers avec Tatum et Embiid? Je pense que... Ouais. Je trouve quand même... Enfin, les saisons régulières sont quand même, juste rapidement, mais je trouve que ces saisons régulières, ça fait aussi partie du joueur, et je pense que c'est pour ça qu'on l'adore, parce qu'il est ultra malléable, etc. Mais enfin, on parle quand même de saisons régulières qui sont déjà avec pas toujours un certain gros nombre de matchs, et surtout avec des usages qui sont vraiment, pour le coup, je trouve beaucoup plus faibles, et qui font qu'elles sont, du coup, j'ai un peu envie de dire, de facto, de moins bonne facture, quoi. Enfin, il est à 20-25% d'usage, là où les autres sont quand même à 35%, quoi. Souvent, Embiid, il a même des saisons un peu au-dessus, je crois. Donc, enfin, je pense qu'on adore tous Butler, mais sur un truc de valeur cumulée, ça reste des saisons bien moins étincelantes, quoi. Lillard, peut-être. Davis aussi, mais Davis est peut-être un peu blessé là-dedans. Kawhi, qu'est-ce qu'il fait Kawhi? Kawhi, il fait 2021, qui est génialissime. Il se blesse en playoff malheureusement. 22, il joue pas du tout. 23, il revient, mais je crois que c'est pas la folie. 24, c'est très très cool, mais il se blesse à la fin. Mais toute la saison, c'est quand même très cool. Et 25, c'est un peu nul, donc il y a peut-être pas assez. Mais ok, donc peut-être Butler par rapport à l'usage. Après, ce que je comprends ce que tu veux dire aussi, il y a un côté où dès que Kyle Lowry a été moins bon, Miami n'a plus été premier de conf, quoi. C'est un peu ce que tu veux dire. Oui, enfin, je voulais dire dès que PJ Tucker est parti, mais oui, à peu près. Mais non, je sais pas. Si on commence à parler de Butler, avec du coup ce côté un peu moins engagé en saison régulière, mais un gros impact en playoff, je me demandais quand c'est qu'on allait aussi commencer à parler des deux gars et Rudy Gobert pour l'apport défensif, et sur du coup les 5 ans, et Donovan Mitchell finalement, qui lui aussi, c'est la partie de sa carrière où il commence à être un petit peu le créateur primaire des attaques, qui participe, qui est dans des équipes compétitives tous les ans, qui loupe pas de match. Je pense qu'il est dans le tiers juste en dessous des mecs qui sont déjà inscrits à l'écran, mais je pense que c'est peut-être dans le prochain tiers, ces deux mecs-là. Enfin, je sais pas pourquoi j'ai pensé à ces deux gars-là à Utah, mais j'ai l'impression que c'est peut-être un peu le prochain tiers aussi. Peut-être qu'il faut déjà classer ceux qui sont là maintenant, mais j'ai l'impression qu'on n'avance pas beaucoup là-dessus non plus, donc je me suis dit, il faut que je dise ces petits noms. Pourquoi on parle pas de SGA? Ce que j'allais dire, ouais. Ouais. Ah ouais. Parce que, je veux dire, même en 2021, on est déjà sur 23, presque 24 points par match. Et les 3 dernières saisons, il est au-dessus des 30 points. Bon, c'est des points bruts, mais c'est pour dire... Oui. En fait, 21, il fait 30 matchs. 30 matchs en 2021. Et il shoot à 40%, comme ça. Ok, mais après, on a 56 matchs, 68, 75, 76, quoi. Il y a 2 saisons MVP et une. Alors, si on dit que Jokic est un 10 sur 10, on a quand même 2 saisons à 9 sur 10, tu vois, 24-25. 23, c'est un bon All-NBA aussi, entre seconde et first team, je dirais. Et donc, ça fait que, tu vois, par rapport à Embiid, on n'est pas loin de la valeur cumulée d'Embiid aussi, quoi. C'est là où je veux en venir, en fait. Mais sans la défense. Moins de défense, ouais. Mais c'est vrai que tu as 3 saisons. En soi, même sa première, OKC est moins fort. Mais lui, individuellement, enfin, il fait en termes de chiffres quasiment la même saison qu'il fait actuellement. Même si, il a changé sa mécanique à 3 points, il shoot un peu mieux à 3 points. Mais c'est quasiment la même saison, quoi. Après 2021, il fait 30 matchs de tanking, quoi. C'est un peu. C'est un peu ça, en fait. C'est un peu dans un contexte un peu moyen, mais. Je veux dire, par exemple... je parlais la 23, la 2023. Oui, 23, ouais. Ok. Mais... C'est là, 2023, c'est là où il commence à être aidé par les arbitres aussi, si tu regardes le Free For It. Mais après, on a un joueur qui est aussi... qui a l'avantage qui a la défaut de ses avantages ou vice-versa, qui est que... Oui, ok, c'est pas l'impact défensif dans le bid, mais... SGA, il vous amène pas de contraintes, quoi. La preuve, même dans un contexte où il n'y a pas vraiment de spacing... Il arrive à faire son nombre de drives par match et à maintenir cette efficacité et tout, quoi.
Ouais, mais Tatum non plus, il n'apporte pas de contraintes. Pardon ? Tatum non plus n'apporte pas de contraintes, mais c'est un peu. C'est exactement pour moi. On est sur les mêmes choses que Tatum, quoi. Bah ouais. Et en fait, du coup, si Tatum est 5, sachant que SGA, est-ce qu'il a pas eu un pic un poil au-dessus de Tatum ? C'est vrai. Oui, je pense. Mais il a quand même. Enfin, l'argument de Tatum, c'était aussi que c'est un peu le mec tout-terrain qui a 5 saisons pleines de très bon niveau, même s'il a aucune de 10 sur 10, là où, du coup, Shea, il en a. Il y a 2 saisons de playoff SGA. C'est ça, en fait. Et surtout que, aller briller dans le marasme qu'il y avait, c'était pas un marasme total, mais bon, compliqué de. Même si on parle de valeur cumulée, c'est vrai qu'il y a 2 vraies campagnes de playoff, je crois. C'est ça. Il y a 2, ils sont quand même. Le début de décennie est pas ouf. Enfin, de mi-décennie. Voilà, on dit voilà, et puis tu vois, il y a quand même 2 saisons de MVP pour moi, de calibre MVP, 24-25, plus 23. Les mecs qui font du play-in, mais je veux dire, t'enlèves SGA, on a affaire à une équipe de 15e de conf, quoi. J'exagère un peu, mais pas tant que ça, en vrai. Donc pour moi, on a quand même 3 très belles saisons, plus une 4e, en effet, en 22, c'est pas là. OKC joue pas grand-chose, mais il est quand même très bon aussi, mais. Ça peut s'entendre de dire 2 saisons de MVP de SGA plus une 3e qui est aussi All-NBA, c'est devant les 5 vieux LeBron ou 5 vieux Durant, quoi, tu vois. Donc on le met un peu dans ce tiers avec Tatum, Embiid et SGA. Ça se tient pour moi. Ça peut le faire. Antoine, qu'est-ce qu'on fait de Davis ? C'est juste de mettre Davis derrière LeBron, non ? Le problème de Davis, c'est que le mirage du tir à mi-distance de la bulle, qui compte même pas du coup ici, il est reparti, quoi. Ça compte pas. Donc offensivement, on est quand même sur. Ça n'a jamais été un joueur abouti offensivement sur lequel tu peux baser ta création. Je vais être vache, mais c'est un peu un finisseur, quoi. Et après, il y a cet impact défensif qui est quand même ultra polyvalent. Là, je regarde la liste, mais c'est potentiellement le meilleur défenseur des 9 qu'on a déjà cités, quoi. Ouais, sans doute, ouais. Moi, je sais que je le préfère défensivement à Giannis. Oui. Mais voilà, avec un impact offensif où dès qu'on essaye de forcer, c'est pas qu'il en est incapable, c'est que c'est pas rentable et du coup, ça peut être intéressant par séquence et encore par séquence, on a envie de dire par possession plus que par LeBron est sur le banc, vas-y, fais quelque chose, quoi. Non, ça marche pas, quoi. Pour dire. Après, voilà, c'est pas non plus, c'est pas un non-facteur, c'est pas un joueur sur qui tu peux exagérément mettre un petit à la Rudy Gobert ou ce genre de choses, quoi. Ah non, ouais. Clairement. Juste pour dire, au niveau de la décennie, il fait 2021, il est encore très bon, mais il fait que 36 matchs. Il se blesse aussi en play-off, alors que je pense qu'ils auraient pu battre les Suns et nous épargner ces finales horribles entre Bucks et Suns. Mais bref, c'est pas aujourd'hui qu'on va en parler. 40 matchs en 2022 aussi, sur une saison de Westbrook qui a oublié totalement pour les Lakers. Voilà, 2022, c'est un... Ouais, 23, finale de conf, il est grandiose. 24, il est aussi grandiose sous Darvin Ham. Ah bah tiens, il joue pivot et ça peut aller au panier. Ah, c'est cool. Et puis 25, avec JJ Redick, on recommence. Non, je vais pas jouer pivot. Redick, il dit tiens, prends plein de ballons, soit le porteur de balle. Bon, ça. Et puis c'est que 40 matchs, quoi. Tu vois, c'est une demi-saison aussi. Donc peut-être en termes de cumulé, on n'est pas non plus des tonnes. Mais tu vois, duel intéressant. Est-ce que entre un Butler pourrait être par là, Butler Davis, ou sinon il y a Lillard, hein. Lillard qui est pas mal aussi, hein. Mais au-dessus pour moi Lillard quand même. Bah Lillard, ce serait la prime à régularité, quoi. Ouais, et efficacité sur des plus gros volumes aussi quand même. Lillard devant Davis. Ça te choque? Non, en valeur cumulée, quand tu regardes les volumes de match, pour moi c'est pas déconnant vu le joueur offensif qui était Lillard, qui est top 5, top 10. Créateur offensif sur le début au moins de la décennie jusqu'à 2023. Ouais. Et t'as la partie. Et moi, c'est débile peut-être comme truc à regarder, mais merci Guillaume, parce que tu sais déjà que je dirais une connerie. De confiance. D'habitude, t'as l'habitude. Il reçoit aucun vote pour les MVP sur ce début de décennie. Et tu vois, d'un autre côté, ça veut rien dire parce que t'as Derrick Rose qui reçoit un vote pour le MVP sur ses 5 premières années. Donc tu te dis, bon, bah finalement, Sabonis en reçoit aussi. Donc tu te dis, ça veut pas dire grand chose. Mais ça veut quand même dire qu'il en a jamais eu
dans des équipes qui ont toujours été compétitives parce que soit il n'y avait pas le nombre de matchs, soit c'était finalement potentiellement vu comme moins impactant et c'était peut-être moins impactant que la polyvalence de LeBron James et parce que aussi, comme tu as dit Antoine, genre c'est un finisseur finalement, c'est le meilleur défenseur de cette liste pour l'instant, mais c'est un finisseur qui a pas joué beaucoup de matchs, qui a des compromis en attaque, qui a des compromis, les mêmes compromis qu'on a trouvé à Joel Embiid, on peut les mettre à Davis aussi dans le sens où c'est souvent blessé finalement et du coup ça pénalise un peu ta valeur cumulée alors que Lillard jusqu'en 23 finalement on peut pas lui reprocher entre guillemets grand chose. La défense. Oui, alors je voulais finir par offensivement et après défensivement voilà je pense que c'est le plus mauvais de la liste défensivement et il y a Jordan Poole dans la liste là donc je pense qu'on peut... je prends pas la liste de droite, je prends la liste de gauche. Ça sera clippé. Ce son sera clippé. C'est le bon soir en plus. On a oui pareil. Alors, le chat, je voulais aussi, pardon, on nous dit, PBMU me dit pourquoi vous ne pas placer les gens un par un et décider s'ils sont au-dessus ou en dessous, comme pour le top 100, parce qu'on ne sait pas à quel point on va s'arrêter. donc on ne sait pas combien de noms on aura dans la liste, et d'ailleurs on arrive un peu à la fin de la liste pour l'instant. Donc je récapitule pour les gens qui sont en audio. Jokic numéro 1, dans son chapeau un peu tout seul, pour l'instant. Numéro 2 et 3, Giannis et Curry. Tiens, c'est vrai qu'on s'est posé la question en antenne, mais est-ce que Jokic va faire les 10 ans de MVP ? Ça serait un peu fou, un peu comme LeBron qui a fait 9 finales sur 10 sur la décennie d'avant, mais bref. Donc Giannis et Curry 2 et 3, Doncic 4, Tatum, Embiid et SGA 5, 6, 7, les vieux LeBron et Durant qui sont 8, 9. D'ailleurs, on a un commentaire intéressant dans le chat qui nous dit, de Eric Spochtron qui nous dit LeBron 297 matchs, KD 274, Embiid 243. Donc tu vois, même Embiid est pas si loin que ça, des vieux qui n'ont pas joué tant que ça. Donc tu vois, ça me conforte un peu sur le fait qu'on les ait mis un peu derrière, malgré les, entre guillemets, 5 saisons. Donc voilà, numéro 10 Lillard, 11 Davis et 12 Butler. On peut changer, parce qu'on peut aussi dire Butler par rapport à Davis, il y a un pic de playoff notamment qui est plus haut. Ça pourrait s'entendre aussi, quoi. Pour moi, il me va le classement comme ça. Moi, là, pour l'instant, j'ai rien à redire. Très bien. Alors, il nous reste Jordan Poole, du coup, Kyle Lowry, si que j'ai pas noté. Hop, Kyle Lowry. Non, ma vraie question, c'est James Harden, exactement. Ouais. James Harden qui doit être par là, peut-être. Kawhi, avec sa saison de MVP, la 24 qui est aussi très cool. Et qu'est-ce qu'on fait de ça ? Non, ma question, c'est Paul George. Qu'est-ce qu'on fait de Paul George ? Est-ce que c'est maintenant ou est-ce que c'est plus tard ? Ça joue là, il reste plus beaucoup de noms sur la liste, donc ça va être bientôt, on va dire ça comme ça. Paul George, parce qu'on sort de... C'est le mauvais été pour faire ça. Hein. Parce que 25, c'est pas la folie sa saison, mais 21, 22, 23, 24, c'est 4 saisons. Alors pas pleines, parce qu'en 22, il fait quand même que 30 matchs, mais un niveau défensif qui était fou, un niveau offensif qui était un peu attendu, quoi, c'est-à-dire pas chapouin, mais c'était quand même très cool. Donc voilà, et à quel point est-ce que, quitte à prendre de la défense, après tu me diras non, mais tu vois un mec comme Draymond Green, voire du Bam Adebayo aussi, à quel point des Draymond, Gobert, Bam Adebayo peuvent s'inviter là-dedans. Je pense quand même qu'un Paul George a moins d'impact défensif, mais il y a l'attaque. Non moi j'aurais quand même là si tu me demandes de tous ceux qui restent, enfin de tous ceux qu'on n'a pas classés dans la colonne de gauche, on va dire, dans la liste de gauche, j'ai quand même envie de prendre Kawhi Leonard avant Paul George. Parce que, même s'il y a peut-être moins de matchs, mais Kawhi Leonard, il y a ce côté quand même plug and play et un peu scoreur. Alors je sais que Paul George a fait une très bonne saison d'isolation en 2024, mais Kawhi, c'est quand même, on va dire, en termes de création pour lui, c'est quand même plus fort, je trouve. Et puis il y a le passing. Le passing est quand même devenu très très cool sur ces dernières saisons, quoi. Dans le chat, n'hésitez pas si j'ai oublié des noms. J'ai rajouté à la liste Mitchell, Devin Booker aussi. Donc on a James Harden également. Chris Paul, je l'ai mis, mais peut-être pour le shout-out, pas plus. Mais non, est-ce que Antoine, il y a un nom qui t'intéresse là-dedans ? Est-ce que les mecs un peu moins forts, mais quand même 5 saisons de Mitchell Booker, là, ça pourrait pas un peu titiller ? Ouais, j'étais en train de regarder Kawhi Leonard et c'est vrai que sa saison 2021 et ses playoffs 2021, c'est
c'est quand même du très très gros calibre, quoi. Ouais. Pour moi, en fait, les Clippers cette année-là, c'était la meilleure équipe. Oui. Paul George en plus est bon à côté. Bref, il y a la blessure, mais Kawhi Leonard, je sais pas, on parle souvent de tir à mi-distance, on parle souvent de Kevin Durant, mais je trouve que moi, celui qui me donne l'impression avec toujours un flow qui semblait pas trop forcé, être capable d'aller toujours se créer ce tir à mi-distance et cette sensation qui passe à chaque fois. C'est vraiment moi Kawhi Leonard que je retiens là-dessus, quoi. Et voilà, après c'est plus, même à Toronto, c'était plus le défenseur des Spurs, mais ça restait pas, c'est pas un mauvais défenseur loin de là pour autant. Après, bon, il y a toutes les blessures qui vont avec. Là où les deux premiers que tu as cités, Mitchell et Booker, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de matchs et beaucoup plus de régularité. Ouais. Mais des pics moins hauts, quoi. Je pense que, d'ailleurs, entre les deux, on préfère peut-être un peu Booker, non, par rapport à Mitchell. Ah ouais? Non, je sais pas, je pose la question. C'est un peu les goûts, les couleurs, j'ai l'impression. Ouais, après, ça dépend aussi à quel point tu mets en valeur le contexte, du coup, parce que je pense que peut-être Booker, il a joué dans des moins bons contextes, du coup, il a pu, entre guillemets, moins performer en valeur cumulée, alors que Donovan Mitchell, il y a toujours des saisons finalement en play-off, c'est pas de son fait, mais vu qu'on fait en valeur cumulée, je pense que ça joue le fait que, je sais pas s'il gagne un tour de play-off chaque année, mais presque finalement Donovan Mitchell. Et il en perd un chaque année aussi, hein, malheureusement. Oui. Donc bon. Alors ça pour le coup, je pense que ça on va avoir beaucoup de joueurs dans cette idée-là dans le classement des mecs qui perdent tous les ans. Mais ouais, je pense que je prends Mitchell plutôt au-dessus de Booker. Et j'ai l'impression que les grands moments d'efficacité ou les grandes saisons d'efficacité de Booker sont pas mal liés à des surchauffes entre guillemets qui peut-être font un peu monter le niveau perçu. Après, 4e place au MVP en 2021, hein, donc ça place son âme. 2022-2021, ils avaient mis Chris Paul, ah oui. Tu vois. Oui, donc, non mais en vrai, moi je pense que je préfère peut-être Booker, hein, alors pas de beaucoup, mais il y a un côté passing, manipulateur de défense plus avancé que Mitchell, tu vois, pour le coup. Sur les dernières saisons. Ah bah oui, justement, sur les dernières saisons. Ah ouais, ok. Je sous-évalue. C'est pas le même style, quoi. C'est pas le même style. Mitchell, je trouve, c'est un peu plus du drive and kick, là où c'est un peu plus, manipulation, lecture avancée pour Booker, j'aurais dit, quoi. En fait, pour moi, Mitchell, c'est très vite un joueur qui devient égocentrique. Même s'il joue poste 2, très rapidement, si arriver les playoffs, il va vouloir la balle dans les mains. Et il est capable de choses là-dessus assez extraordinaires, là où Booker, pour moi, est plus malléable. Il y a beaucoup plus de jeux sans ballon sur Booker. Tous ces systèmes, pour moi, avec Chris Paul dans les Suns en 2021, tout ce qui est grenade DHO, les Spanoulis et compagnie, c'est des choses que Mitchell, il est incapable de faire, quoi. Et qui, du coup, Booker est plus facile à mettre autour d'autres joueurs et d'autres porteurs de balles. Mitchell, on le voit avec Garland, ça fait quand même un peu chacun son tour, où pour moi, il n'y a pas beaucoup de synergie, et c'est compliqué parce qu'encore une fois, il y a ce côté, oui, ça va être du drive and kick, c'est un peu compliqué à faire aux côtés d'un autre très bon porteur de balle. Et à l'inverse, on peut retourner la table en disant, Mitchell est capable de prendre plus de responsabilités, sans doute que ne le fait Booker, quoi. Pourquoi tu retournes à la table? Et te plaît pas la table? Non, c'est pour dire que voilà, ce qu'on peut voir comme un avantage, dans d'autres situations, ça devient un inconvénient, quoi. Et je crois que je mettrais Mitchell devant Booker, alors que je préfère Booker à Mitchell. Je suis étonné que tu aies dit voilà, il est égocentrique et tout, et on sait que ça peut être extraordinaire. Je te trouve gentil sur le extraordinaire. Non, ce que je veux dire, c'est qu'il y a ces séquences où il y a des matchs, il est capable, en fait, il va être capable de porter un match que peu de joueurs en fait sont capables. Quand le drive and kick commence à passer, ça va être du non-stop, quoi. Il va falloir que la défense en fait change de système pour que ça commence à ne plus passer. Et c'était le cas en fait à Utah avant aussi, quoi. Mais il y a un côté. Mais à quel point est-ce qu'on n'a pas aussi un côté robot aussi, quoi, qui arrive très vite, quoi. À quel point on n'a pas aussi un côté un peu Tatum à Boston pour Mitchell dans les attaques du Jazz, tu vois. Il y a un côté dans le sens très bon spacing, fort out avec juste Gobert en pression. Et c'est pas eux l'identité, quoi. Ou c'est un peu l'étincelle de ce système, on est d'accord, mais c'est pas entièrement eux, quoi. De toute façon, là, on est plus trop sur des joueurs identité où on passe sur des Trae Young ou ce genre de choses, quoi.
Ouais, mais tu vois, alors c'est peut-être moi qui ai un meilleur avis de Booker depuis 2 ans, mais je trouve que le passing de Booker est quand même beaucoup plus cool que Mitchell qui est passé de 0 à +3, là où Booker était de +3 à +6, quoi. Je trouve. Manipulation. Alors, au niveau des pics d'efficacité, ça n'a jamais été la folie Booker, mais je crois que Mitchell, c'est pas top non plus. Je crois que la défense. C'est comment en pénétration, Booker? Ah, c'est pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Alors, j'ai pas. Il n'y a pas de sous-entendu à ma question. Hein. Oui. Je crois que c'est en 2023 qu'il avait beaucoup progressé. Enfin, il y a eu un bond un peu statistique sur le drive. Mais moi, je suis d'accord que je rejoins un peu ce que dit Antoine et Guillaume, et qui fait que pour moi, c'est assez facilement Booker, dans le sens où, en fait, je préfère, et ça marche aussi pour des plus petits rôles, mais donner de la valeur à un joueur qui est plus malléable et un peu plus, on va dire, plug and play, plutôt qu'à un joueur qui est hero ball, mais qui est pas chapeau 1, quoi. Tout comme je préférais un tout petit usage, mais efficace, plutôt qu'un usage plus conséquent, mais juste moyen, quoi. Je trouve qu'en fait, la valeur ajoutée à une équipe, elle est un peu plus forte, quoi, du côté de Booker. Mais c'est marrant parce que moi, le Hero Ball, je trouve que Booker l'a plus fait ou a été meilleur dans le Hero Ball quand il a fallu, quoi, tu vois. Mais alors, question intéressante, on nous dit aussi Booker Mitchell, mais alors Harden, est-ce qu'il ne pourrait pas s'inviter là-dedans aussi, Harden, pour le coup? Harden, en termes de valeur cumulée, alors déjà, on le met devant Curry. C'est ça, Antoine, non? Harden 2021, c'est il boude et il est transféré à Brooklyn, mais c'est quoi? C'est 36 matchs lui aussi, donc c'est pas les tonnes. Bon, après il y a les playoffs et dès qu'il est là, c'est la folie. 2022, c'est l'échanger en milieu de saison aux Sixers. Donc là encore, demi-saison et je râle la première moitié. 2023, c'est la bonne saison avec Embiid. Ils vont en playoff, il fait un début de série qui est top contre Boston, mais ensuite on voit qu'il n'y a plus de jus. Et 2024 aux Clippers, et c'est un rôle un peu différent, plus meneur pass first, j'exagère volontairement. Et là, 25, c'est un peu le côté waouh, personne n'est là. Et si tu reprenais un peu de volume, et il l'a repris, en plus il a été très bon. On sait que ça n'a pas duré, mais de facto ça a été de la valeur qu'on s'y attendait pas, mais c'est revenu, quoi. Donc c'est vrai que ça peut se discuter aussi dans ce lot, peut-être. Je sais pas. Est-ce que sa création, elle est si bonne que ça sur ces dernières années pour passer entre guillemets au-dessus de l'avantage d'avoir des joueurs comme Booker ou Mitchell qui peuvent jouer aussi à côté d'un autre porteur de balle qui, bon, après défensivement pour le coup, ils ont pas... Je pense pas qu'il y ait des grandes choses à leur envier, entre guillemets, même si on a la caricature d'Harden qui a des oublis défensifs, mais je pense qu'il n'y a pas un monde entre ces trois gars-là. C'est plus à quel point tu valorises sa création en sachant que t'as plus le drive, quoi. Alors que ces deux gars-là, ils sont moins unidimensionnels. Et peut-être que finalement, ils t'apporteront plus de diversité. Alors ce que Harden fait, le fait peut-être mieux qu'eux, mais peut-être que eux font des choses plus variées, et dans le basketball moderne, peut-être qu'au final ça a plus de valeur, même si la création d'Harden est sûrement meilleure entre guillemets, mais peut-être plus unidimensionnelle. Est-ce que Harden est un meilleur défenseur que Steve Nash? C'est un peu la question de l'été aussi. Oh là là, ça perd l'hypopète, on est parti là-dessus. À demain. La réponse elle est facile. Ah, vas-y. Mon sous-entendu est une réponse. Ouais, donc Harden, ça pourrait être par là aussi. Antoine, t'as pas réagi, sinon j'avance. Est-ce que Paul George aussi, ou Irving, que j'avais oublié. Mais Irving, je crois qu'il y a un peu des creux aussi en termes de saison, de je joue pas parce que New York, etc. Covid, etc. Ouais. Mais sinon, on fait un chapeau Mitchell, Booker, Harden, comme ceci. Ça peut ouais. Quoi. Et Paul George. Et Paul George, je pense qu'on peut le mettre là-dedans aussi. On peut le mettre là, création, plus de défense. Ouais. Je suis d'accord. Il va falloir penser à Draymond et à Adebayo et Gobert à un moment là. Où est-ce qu'on va les mettre, nos ovnis défensifs? Moi, il y en a un. Alors là, c'est le moment où tout part en sucette. Mais je sais que il doit pas être dans ce tiers-là. Mais à chaque fois qu'on parle de Mitchell et Booker, je pense un peu à lui. Jalen Brunson là. Non. Parce que je trouve, au final, c'est des profils qui se ressemblent un peu
Notamment quand tu cherches un peu statistiquement. Attends, mais j'ai pas entendu de qui tu parles, Baptiste. Ah, bah justement, j'ai gardé le suspense. Okay. Mais non, mais c'est un joueur qui, en gros, est un peu un scoreur, qui a un peu de jeu off-ball, etc., qui est pas un super bon défenseur et qui a pas un incroyable playmaking. Non, mais c'est Zach LaVine. Zach LaVine, il fait des scores d'efficacité que Booker et Mitchell, ils ont jamais fait. Alors, alors question pour le chat. Est-ce qu'on banne Baptiste de suite ou pas? Qui vote en vote à main levée? Baptiste, ban de suite. Tu lèves la main? Ok. Azad, tu lèves la main ou pas? Évidemment que c'est pas les mêmes types de joueurs. Mais oui, j'ai un oui dans le chat. Oui, main levée. Ok. Bon, Baptiste, on se dit à plus. Bah, on se dit à vendredi pour le quiz. Ciao. Rentre bien. Bon, les gars. Qu'est-ce qui se passe là, Baptiste? T'as pas dormi ou quoi? Non, mais j'ai commencé par dire, je sais que c'est pas le même type de joueur. Mais je dis juste que voilà, c'est un joueur qui a des profils qui se ressemblent, quoi. Et on n'en parle jamais. Et un Trae Young dans ce côté héliocentrique, qu'on mettrait pas là-dedans. Pourquoi tu rigoles? Parce que pour d'habitude, c'est moi qui me prends des bâches pareilles, du coup. Mais c'est pas une bâche. J'ai laissé finir son propos et je continue à lister les autres noms. Trae Young, il y a un côté héliocentrique, alors moins rentable, moins efficace, mais tu vois, on a mis quand même Doncic qui est 4ème. Il faudrait quand même pas que Trae Young finisse 70ème parce que c'est pas le même niveau, évidemment. Même ok. Mais 5 saisons pleines, grosse attaque, tout tourne autour de lui. On n'est pas sur 10 sur 10, mais on est quand même sur au moins 6-7 sur 10. Collectivement aussi, je veux dire. Donc bon, après, il y a le compromis défensif, peut-être. Moi, je le mettrais presque au-dessus d'Harden, finalement. Je crois aussi, oui. Non, mais Antoine, toi, ça compte pas, tu veux te venger de la centaine. Au-dessus d'Harden, carrément. Bah vas-y. Ouais, c'est vrai. Oui, dans le chapeau Booker Mitchell, quoi, du coup. Ce que je veux dire, c'est que, en fait, Young, ce qu'il a montré, c'est quelle année où ils vont en finale de conférence passer 2021, non? Ouais, la fameuse année à oublier. Ils vont affronter les Bucks, en fait. Et les Bucks passent contre les Hawks, qui en plus sont diminués. Bon, bref, on va pas reparler des Bucks 2021. Mais en fait, face à des équipes qui n'ont pas trop le spacing pour aller punir sa défense, derrière, c'est quand même sacrément costaud. Pas très polyvalent, mais ce qu'il a fait en 2021, il y a combien de joueurs qui peuvent le faire là dans la liste qu'on a mis? Il y a Zach LaVine. Quoi? Il y a Zach LaVine déjà. Mais ouais, je pense que je le mettrais devant Harden aussi, oui. Et alors Paul George, ça vous dérange pas que Paul George soit derrière Trae Young du coup? Non. Je crois pas. Non. Attends, il est vraiment parti, Baptiste, ou pas? Non. Ok. Baptiste, qu'est-ce qu'on laisse le héliocentrique Trae Young devant Paul George qui fait 4 saisons sur 5? Ouais. Oui, ça me va. Okay, mais bon, je m'intrigue sur Kyrie Irving quand même aussi. Mais il a pas beaucoup de matchs joués, quoi. Kyrie, alors attends, je vais voir un peu les matchs. Kyrie, je l'avais là devant les yeux. En 2021, c'est 54 matchs, 29 en 2022, 2023 60, 2024 58, 2025 50. Ouais. Et 3 participations en playoff sur la demi-décennie, dont forcément beaucoup de matchs en 2024 avec Dallas. Donc 2021, c'est une vraie saison. Ok. 22, c'est pas là où il peut pas jouer, il peut jouer qu'à l'extérieur, c'est ça. Bon, 30 matchs, presque une saison, j'ai envie de l'oublier. Et même 23, tu vois, Antoine, tu parlais, il fait beaucoup de matchs. Au final, il y en a quand même 40 à Brooklyn, qui est un peu, qui on s'en fiche, quoi, et presque ensuite 20 à Dallas, qui est en termes de tanking. Tu peux pas dire on s'en fiche, en mode ça compte pas, c'est dans une équipe qui est nulle, quoi. Je veux dire, oui, ok, c'est à moins de valeur, mais c'est pas on s'en fiche. C'est à moins de valeur. Non, mais oui, c'est à moins de valeur. Je sais pas, je suis en train de regarder, il n'y a pas un écart de production qui est énorme entre les deux, quoi. Et donc on le met dans ce tiers alors? On le met dans ce tiers, mais à quel niveau on le met dans ce tiers alors, Irving, par rapport à... Tu vois, parce qu'on peut aussi argumenter que il est moins héliocentrique que des Booker, Mitchell, mais en termes d'élévation de plafond, à côté d'une autre star, il a eu plus de valeur, quoi. Je mettrais peut-être au-dessus d'Arden. Au-dessus de Sedan, les Ardennes. Hop. Est-ce que les autres, qu'est-ce que vous en pensez? Je crois que Baptiste, tu l'as mis en plus. Est-ce que ça te plaît mon argument de Irving par rapport à des héliocentriques, lui qui complète bien un Doncic ou
ou un Harden-Durant. Ouais, mais du coup, dans ce sens-là, enfin, c'est le serpent qui se mord la queue. Mais tu vois, en termes de joueurs qui complémentent bien la star, Paul George, il a quand même des saisons aussi qui sont pas mal. Donc, mais bon, au final, s'ils sont pas collés, c'est pas non plus dramatique, quoi. On fait un gros tir ensemble, alors. Oui. 14, 15, 16, 17, 18, 19. Mitchell, Booker, Trae Young, Irving, Harden, Paul George. Ok. Est-ce qu'on s'arrête là pour ce tir-là? Est-ce que Antoine, tu descends du bus, tu dois aller te coucher, ou est-ce qu'on finit rapidement? Allez, je peux faire un peu plus. On va jusqu'à 25 ou 30? Ouais. Allez. Ça vous va? Azad, tu voulais parler des défenseurs. Est-ce que tu veux le faire maintenant? Tu penses que c'est maintenant la place idoine ou pas encore? Je pense que c'est maintenant ou jamais, ouais. Parce que surtout pour Draymond Green, là, j'ai un peu du mal à pas mettre Draymond Green dans le top 20 du début de décennie quand même. C'est peut-être un peu arbitraire, mais alors, est-ce que déjà vous êtes d'accord pour mettre Draymond Green devant Rudy Gobert dans les meilleurs défenseurs de la décennie, entre guillemets? Meilleur défenseur ou joueur qui a le plus d'impact? Et c'est parti. En fait, vu qu'on regarde en valeur cumulée, c'est vrai que la question se pose finalement de à quel point la défense de Rudy Gobert a tellement élevé le niveau de ses équipes en saison régulière et même en play-off. C'est peut-être pas aussi malléable que Draymond Green, mais t'as quand même une sacrée valeur ajoutée à l'avoir sur le terrain. Est-ce que, oui, finalement, est-ce que les 5 saisons pleines de Rudy Gobert, parce qu'en plus, Rudy Gobert, je crois qu'il n'y a absolument pas de blessure, il joue quasiment tout le temps. Alors que Draymond Green, entre les pins et les croissants, il a pris un peu de suspension, un peu de blessure aussi. En plus, il joue moins que Gobert, qui est un peu héliocentrique de la défense, quoi. Je mettrais Gobert en 20 et à la limite, je collerais Draymond Green juste en dessous, histoire de les mettre ensemble. Non, mais moi je parlais pour la défense, mais Antoine, il y a aussi à quel point tu vois un différentiel offensif et donc global, Draymond par rapport à Gobert. Moi, j'ai un peu de mal avec Gobert dans le sens où c'est un joueur qu'on peut faire dégager du parquet, quoi. Ouais. C'est quand même un peu gênant, quoi. Je veux dire, Draymond Green, il y a des problèmes offensifs, etc. Mais la question ne se posera jamais de qu'il soit sur le parquet ou non. Et Gobert... pour moi, il y a eu trop de séquences où la question s'est posée du fait de le laisser sur le terrain ou pas. Et... Bon, cela dit, en playoff, historiquement... C'est pas une question qui se pose en saison régulière, donc le cumulé, comment on pondère saison régulière, playoff, il y a toujours cette question-là qui est là. Même en playoff, c'était pas... Tu vois, il y a que cette année où ça a un peu chuté à 27 minutes par match, à peine. Mais sinon, on est à 34, 35, 33, 34, quoi. Donc, pour Gobert. Oui, je parle de Gobert, là. Oui, tu parles de Gobert, mais c'est... Ça veut pas dire qu'il n'y a pas un handicap, tout de même. Il est sur le terrain, mais il est handicap. On est d'accord. Ouais, et c'est peut-être de sacrés handicaps, quoi. Ça peut être quand même de sacrés handicaps, quoi. Parce qu'en fait, on a l'impression que du jour où une attaque va réussir à exploiter le truc, la carte, elle est tombée, quoi. Par contre, effectivement, face à des attaques qui n'arrivent pas. C'est en fait un peu, on revient à l'inverse du débat de Trae Young, où face à des équipes qui n'ont pas le spacing pour aller exploiter sur l'espace, c'est quand même très fort. Oui, Gobert, c'est le cas, mais de l'autre côté du terrain. Mais bon, on sait que les responsabilités offensives et défensives ne sont pas égales. Je mettrais Green devant Gobert. Après, je sais pas à quel point je suis prêt à faire chuter Gobert. Non, moi je suis assez d'accord. Je suis d'accord. Mais la question, est-ce qu'il n'y a pas d'autres mecs qu'on a oubliés dans le chat, tu vois, on parle aussi de Bam Adebayo. Est-ce qu'on le met là-dedans, Bam Adebayo, ou pas? Est-ce qu'on prend sa dernière saison en compte ou pas? Parce que si on prend sa dernière saison en compte, je suis pas sûr qu'il craque le top 50. Même les 2 dernières, hein, plus ça avance, plus il prend des tirs et moins c'est intéressant, quoi, pour le coup. Ouais. Donc... J'ai l'impression que les dernières saisons, elles montrent d'Adebayo que c'est pas le joueur aussi polyvalent qu'on pensait l'être, quoi. Ouais. Il y a tout son passage de 2020 à 2023, avec notamment les 2 finales, où il y a ce côté capable de faire, en dehors de porter un gros rôle offensif, capable de
de faire ce qu'on lui demande des deux côtés du terrain, et avec Miami, voilà, de faire tous ces main à main, etc., cette dynamique collective en 5 out, en delay offensivement, et défensivement, vous voulez faire de la zone, vous voulez faire du edge, vous voulez faire du drop, ok, pas de souci, je m'adapte et je garde mon impact quasiment quoi qu'il arrive, quoi. Et les 2 dernières saisons, j'ai un peu l'impression qu'elles viennent plomber un petit peu ce récit, quoi. Ouais. D'un autre côté, je trouve, c'est un peu un Anthony Davis 0.5, quoi. Ces 2 saisons, elles montrent que c'est un finisseur et un passeur de main à main, mais que c'est pas un créateur, quoi. C'est pas un créateur du tout. Mais finalement, enfin, je vous trouve un peu dur dans le sens où je trouve quand même que le niveau défensif est comme tu l'as dit, tellement malléable que c'est génial. Et offensivement, même si c'est pas un créateur, bon, ok, il fait une saison qui est pas efficace du coup ces 2 dernières années, mais je le trouve, enfin, dans ce cas-là, Draymond aussi est pas du tout efficace, tu vois. Oui, mais en tentant peu de tirs, donc il y a moins de... Il y a moins de pertes. Moins, quoi. Moins de pertes. Mais je suis d'accord quand même que offensivement, je mets quand même devant Gobert, donc peut-être au global devant Gobert. C'est juste qu'on a un côté depuis 2 ans où il prend des fadeaway alors qu'il devrait pas, quoi. Mais j'ai pas ce sentiment qu'on est en playoff. C'est pas un finisseur si bon que ça. Non, je veux dire, non c'est plus. pas une menace sur lob si forte que ça. Quel point il est capable de punir les mismatchs un petit peu, ce qui fait que c'est pas du Rudy Gobert, mais pas forcément avec une aise complète non plus. Les mains à main, c'est cool, mais en fait, à quel point c'était pas le système Spoelstra Miami avec les porteurs de balles capables de shooter de loin à la Duncan Robinson et tout. Je veux dire, à la fin, faire des mains à main, ok, il faut être capable de dribbler. Mais bon, j'ai l'impression que on découvre que les postes 5 peuvent un peu dribbler. C'est comme à l'époque, les postes 5 peuvent faire un peu des passes en triangle, où on voyait Drummond le faire. Bon, il y a un apport, je le néglige pas. Mais je trouve que ce tir à mi-distance, il a jamais été trop intéressant non plus. C'est pas pour dire que c'est un non-facteur offensif du tout. Mais j'ai l'impression qu'offensivement, en fait, il a vachement plus bénéficié au système défensif du 8 que l'inverse, quoi. Si tu veux, quand je dis qu'il est meilleur que Gobert, c'est parce que Gobert, ça part de très bas, quoi. Ça en dit plus sur Gobert pour moi que sur Bam. Quand je dis Bam est moins handicapant que Gobert en attaque, quoi. Tu vois. En fait, tu vois, par exemple, avec Draymond Green, il y a des problèmes avec Draymond Green, mais là, pour le coup, quand on parle de main à main et de dynamique avec le fait de porter la balle, c'est un autre monde au-dessus d'Adebayo. Alors là, c'est juste que Green, pour le coup, il y a 0 finition du tout. Il y a 2 parpaings dans les mains à ce niveau-là, quoi. C'est pas le cas d'Adebayo. Mais à quel point, en fait, je préfère même pas la dynamique collective que Green peut encore m'apporter. Merci Curry, mais quand même, que Adebayo. Et puis, c'est un meilleur joueur aussi, tu vois, sur un truc, mais de short roll, Adebayo, il est vraiment très, très moyen, quoi. Ouais. La passe, c'est pas si... Oui, c'est pas un mauvais passeur. C'est pas un... Je sais pas si j'allais dire très bon, c'est sûr. Est-ce que c'est un bon passeur? Peut-être, je sais pas. Green, puis Adebayo, puis Gobert. Est-ce que quelqu'un veut contester cet ordre? Bon, je pense que vous êtes un peu dur sur Gobert et sur les problèmes offensifs et sur la longueur de la décennie, donc sur les 5 dernières années, à quel point genre ça le fait chuter derrière ces mecs-là. Mais bon, d'un autre côté, je vous rejoins parce qu'il y a l'aspect de c'est des choses qui sont évidentes chaque année, donc c'est pas, je veux dire, on n'a pas pris une année au hasard, on s'est dit ouais là, cette année-là, Rudy Gobert a été problématique quand il était sur le terrain en attaque et il y avait des solutions qui étaient trouvées. Mais d'un autre côté, le niveau plancher qu'il apporte en défense dans toutes ces équipes qui ont été les meilleures défenses, peu importe le contexte où ils sont, entre guillemets, et qui puissent jouer, entre guillemets, à côté de Randle et quand même garder finalement une des meilleures défenses. Et je trouve qu'il a peut-être même gagné un petit peu. C'est difficile à dire, mais j'ai l'impression que c'est quand même... Il a, dans la prise de décision, que ce soit défensive et même en attaque, j'ai l'impression qu'il y a quand même des progrès. Donc bon, moi je vous trouve un peu dur avec Rudy Gobert. T'es pas d'accord, quoi. Mais je vais pas aller me battre pour Rudy Gobert non plus, quoi. Surtout pas contre Antoine. J'aurais trop peur de perdre. Antoine, tu fais une fleur ou tu... Moi, je garde sur Rudy Gobert en dessous parce que il y a un facteur offensif et ce que fait Gobert. En fait, je veux dire, la menace de lob, j'ai l'impression qu'elle est... En fait, en 2023, c'est plus 2017, quoi. La menace de lob, elle est
elle est toujours un petit peu là. Mais elle est plus aussi prégnante qu'à Utah parce que les défenses, pour moi, sont devenues plus intelligentes par rapport à ça. Et du coup, il reste un peu de rebond offensif. Et c'est à peu près tout. Et le reste, ça pose vraiment de gros... Il y a une manière ça plombe pour moi vraiment l'attaque, quoi. Je veux dire, c'est compliqué de construire quelque chose offensivement avec Gobert. Et je comprends complètement l'argument d'Azad en mode mais si on doit le mettre dans un rôle, mais c'est le meilleur défenseur de toute la liste. Et en plus, je pense qu'il a gagné un peu en polyvalence dans ce rôle-là. Mais il y a beaucoup trop de choses qui s'effacent avec l'autre côté du terrain, de mon point de vue. Sur les joueurs, on nous propose Pascal Siakam, qui a fait 5 saisons à peu près là-dedans. Je regarde la liste des All-NBA aussi. Est-ce qu'il y a du Evan Mobley d'ailleurs, qui fait une apparition ou deux? Jalen Brunson aussi, du Anthony Edwards, mais qui a un pic plutôt fin de mi-décennie. Alors ça devient compliqué, hein, la fin de la mi-décennie. Mais non, mais sur les pics plus courts, on a Edwards, Brunson, Haliburton aussi, je pense, un peu un pote là-dedans. Siakam fait 5 ans, mais pas de aussi haut niveau, je pense. DeRozan aussi a été à l'NBA. Est-ce que DeRozan, Azad, qu'est-ce que t'en penses? Franchement, j'ai entendu Antoine souffler, je préfère qu'Antoine... C'est pas moi qui ai soufflé. C'est Baptiste. Je sais pas. Vous voulez placer, si on place... Non, c'est pas non. Non. On peut non, Chris Paul, par contre. Qu'est-ce qu'on fait de Chris Paul? Parce qu'il n'y a peut-être pas assez de saison, non? Peut-être Chris Paul. Mais ouais. 21-22, c'est quand même le maestro d'une attaque des Suns. Enfin voilà, on a quand même vu qu'entre Monty Williams et Chris Paul... Les deux. Je me rappelle plus de lui en 22 aussi fort que ça. Mais... Ouais, il n'y a pas... Genre l'épaule, il commence pas à plus être défendu. Non, là, vous confondez 23. 22, c'est l'année à 60 victoires. Ils sont encore... il est encore très bon. Tapé par les Mavs où il arrive plus à être aussi prégnant en mi-distance. Mais moi, dans mes souvenirs, en 22, même s'ils ont une équipe à 60 victoires, ils commencent à être défendus de manière un petit peu, en tout cas, agressive sur le manque de shoot extérieur. Et enfin, quand je parle de shoot extérieur, de tir à 3 points. Et alors, c'est peut-être des souvenirs un peu biaisés, mais j'ai l'impression qu'en défense, ça commençait aussi déjà un petit peu à décliner à cet âge-là. Mais bon, alors peut-être que je sous-évalue ces années-là, mais pour moi, dans ma tête, c'était déjà un peu problématique défensivement et c'était déjà un joueur que tu pouvais cibler en manque de space, enfin qui pouvait potentiellement un peu abîmer ton spacing, quoi, mais peut-être pas. Moi j'ai surtout le souvenir de 23 contre Denver où là il n'y a plus rien, c'est la fin du jus, mais 22 j'ai pas autant de mauvais souvenirs, mais contre Dallas où ça devient compliqué quand même. Oui, mais peut-être pas au niveau de 23 où ça s'est effondré, quoi, tu vois. Ja Morant, on nous parle de Ja Morant, mais Ja Morant, il y a combien d'absence et de présence aussi? Il y a une saison qui est dégueulasse, mais sinon c'est 63, 57, 61, et du coup il y a 9 matchs l'année dernière et 57 saisons. Et l'année où il sort un pistolet, au final il fait plus de 50 matchs? Non, c'est... Il fait 9 matchs, non? En fait, il sort le pistolet, matchs, et il est suspendu, et quand il revient, il fait quelques matchs et il se blesse. Oui, c'est ça, ok. Moi, c'est bien, il a cumulé au moins. Il a accumulé ses congés sur une année, pas bête. J'ai pas l'impression que je vous ai convaincu sur mon Siakam. Sur Ja Morant ? Non, sur Siakam. C'est pas encore là, c'est le niveau d'après. Bah, il y a Tyrese Haliburton et... Je crois que je préfère prendre Morant. Bah, c'est peut-être celui qui, sur les 5 ans... Est-ce que c'est pas celui qui a le plus grand nombre de vraies saisons de haut niveau? C'est lui qui a le plus gros pic, en tout cas, de mon point de vue. Ah ouais, carrément, j'allais te poser la question inverse, justement. Pour moi, Morant... c'est en 2022 contre les Warriors. Mais franchement, heureusement qu'ils se blessent parce que je pense que les Warriors, je sais pas s'ils seraient passés derrière. Je veux dire, ils en étaient à faire une technique défensive du mode on switch under et ça marchait même pas, quoi. Alors que c'était les Warriors, quoi. Je veux dire, c'était la défense qui était déjà hyper intelligente et tout. Et sur un switch under, ça veut dire que grosso modo, tout le monde switch dessus, mais on switch toujours en dessous de l'écran qui peut être posé, en mode on est prêt à lui laisser le tir à 3 points. Il arrivait quand même à aller s'encastrer, à créer les décalages et tout derrière. Et limite, en fait, c'est le reste du collectif de Memphis qui suivait pas. Franchement, cette année-là, je m'étais dit, j'ai l'impression
de retrouver la force de drive du pic de Rose ou de Westbrook, en mode mais ou John Wall. Je suis trop mobile, je suis trop rapide, même si vous passez en dessous, je vais quand même arriver à aller. Je veux dire, le nombre de fois où il arrive à atteindre la raquette sur une défense qui est complètement resserrée était hallucinant, mais après il y a plus ou moins il y a plus ou moins 2 vraies saisons si on veut être un peu méchant, quoi. Mais je sais que cette année-là, il m'avait sacrément impressionné, quoi. Ouais, après moi j'ai l'impression, après c'est peut-être une question de contextualisation aussi, hein, mais que demi-terrain il y a un peu de limite, quoi. Mais et je sais pas justement contre les, c'est ce que je m'étais toujours dit. Mais c'est ça, ouais. Contre les Warriors, là, je voyais bien que mon argument était en mode en fait non, c'est pas vrai, il arrive quand même, quoi. C'est pour ça que je te dis, c'est peut-être le contexte. Une équipe qui ne propose pas de spacing, je veux dire. C'était pas encore l'époque où Jackson était aussi fort à 3 points. Bane commençait un peu à arriver. Il n'y avait pas beaucoup de spacing et les Warriors étaient complètement resserrés. Le fait qu'il y arrive quand même, je me disais, il y a un peu un côté avec Gilgeous Alexander en disant, mais dans un spacing à la Boston, mais qu'est-ce que ça donnerait, quoi. Je viens de voir les stats sur la série, c'est vrai que c'est quand même sur les 3 premiers matchs et il se blesse. C'est vertigineux, quoi. Mais 38 points, 8 passes décisives. Ouais. Bah, c'est bon, je n'avais pas un tel souvenir de cette série. Je te dis ça aussi, Antoine, parce qu'on a vu que 2023, c'est la meilleure équipe. Enfin, ils sont un peu le upper seed, ou je sais pas comment on dit. Ils sont 3e de conf contre les Lakers qui sont plus bas, et il n'y a pas le même impact de demi-terrain. 2025, alors c'est OK ici, tu me diras aussi, mais moi, le Memphis, il y a toujours eu un peu des limites de demi-terrain, sauf cette fameuse série contre les Warriors. On se dit, mince, quoi, il s'est blessé trop tôt et ça a commencé à être un peu les réponses à nos questions, quoi. Mais j'ai l'impression qu'il y a moins à se mettre sous la dent. Après, tu me diras non plus, les autres, Brunson, c'est pas non plus 5 saisons, Haliburton non plus, Edwards non plus, quoi. Donc, on est un peu dans ce lot-là, quoi, je pense. On est un peu bataillé là-dessus. Quelqu'un posait la question sur Jaren Jackson par rapport à Ja Morant. Je pense que j'aurais quand même Ja Morant devant Jaren Jackson. Qui offensivement est intéressant en 25, mais un peu moins avant. Jackson arrive au moment où Memphis commence un peu à tomber collectivement, malheureusement, quoi. Offensivement, tu veux dire? Oui. Ouais, d'accord. Mais s'il avait fait 2025 x 5 saisons, oui, moi je l'aurais largement plus haut, mais ouais, je sais pas, Baptiste. J'ai l'impression qu'il y a moyen de contourner son jeu de pénétration à Jaren Jackson, en fait. En fait, j'ai l'impression que si on met un joueur plus petit sur lui, je sais pas à quel point il est capable de punir derrière. Ah, il est capable. Si, il est capable. Les seuls qui l'ont vraiment stoppé, c'est genre Wemby et Davis, où en fait, il pouvait pas shooter autour ou par-dessus, quoi, grosso modo, cette année. Mais en fait, cette année, il a été incroyable en drive. Alors, bon, c'est des flotteurs, donc ça rentre pas tout le temps non plus, mais il y avait un côté où même les flotteurs, parfois, c'est la folie, quoi. Mais non, j'ai. Playoff cette année ou pas? Oui, mais contre KC. Il chute un peu en fin de saison. Contre OKC, ouais. Non, mais c'est ce que j'allais dire parce qu'il me semble que j'avais été un peu déçu en playoff, mais oui, bon, si c'est OKC en face. Voilà. Non, Brunson, Baptiste, je te laisse la parole, l'avocat de la défense, enfin de l'attaque du coup. L'avocat de l'attaque. Brunson, en fait, t'as quand même en gros, ce que j'aime bien, c'est que t'as 3 saisons à New York où tu peux dire, en fait, c'est un bon créateur de décalage, même si je pense que c'est un joueur qui est qui est à la limite de sa taille. On en parle très très souvent, mais le fait est que c'est pas un passeur qui est absolument génial, et très souvent, il a besoin d'un joueur un peu de short roll pour à qui il peut faire la petite pocket pass pour l'aider, parce que lui il peut pas faire les passes directement, et c'est pour ça que le grand Isaiah Hartenstein était génial. Mais en fait, t'as 3 saisons à gros volume de stars. Mais ce que je trouve intéressant, et là où je sais pas ce que vous en pensez, vous, mais c'est comparé peut-être aux autres sur un exercice de valeur cumulée, c'est que t'as 2 saisons à Dallas où c'est pas en fait des non-saisons, quoi. C'est pas des saisons où il joue pas comme Ja Morant qui joue 9 matchs sur une saison. Et finalement, moi, ce que j'aime bien avec Brunson, en plus sur ces dernières saisons, c'est le côté, peut-être qu'on le voit pas assez, mais le côté où souvent quand il y a des équipes de playoffs qui le mettent à mal sur les premiers matchs, il est dégainé un peu plus off-ball, ou en tout cas sur le départ de ses actions, et c'est vraiment quelque chose qu'il a un peu dans son jeu, et que par exemple un Ja Morant n'a pas, c'est cette capacité aussi à avoir un jeu off-ball, que ce soit par le tir ou par juste
le tir du coup par des sorties d'écran ou des choses comme ça, quoi. Et ça, j'avoue que je trouve ça aussi cool avec lui, quoi. Oui, et à Dallas, c'était pas dégueulasse dans le rôle dans lequel il était, alors qu'il était à côté de Doncic. Alors certes, j'ai l'impression que ça décalait un peu les temps de jeu, mais il était quand même, il arrivait à être prévalent là-dedans, quoi. Ouais. Après, c'était des volumes un peu plus petits, du coup, forcément. Mais enfin, c'est ça, c'est que t'as pas deux saisons vierges sur le début de la décennie avec lui, quoi. Non, mais non, oui, c'est quand même un peu meilleur que tu me diras la saison rookie de Haliburton en 21 chez les Kings, ou de Edwards qui est rookie ou aussi en 21 ou 21-22. Pour moi, c'est pas hyper bon, etc., quoi. Donc ouais. Mais tu vois, quand je vois le classement, je me dis, j'ai pas envie de mettre Jaren Jackson trop loin du groupe de pivots Draymond, Bam et Gobert, parce qu'offensivement, il y a quand même il y a une saison où il shoot très bien à 3 points, il y a une autre où il shoot bien à 3 points, il y a une saison où il est génial au drive, tu vois, il y a pas le passing, mais j'aurais presque envie de le coller à ses pivots, et presque, est-ce que c'est pas Ja Morant qu'il faudrait remonter aussi? Je ne sais pas, peut-être que j'exagère. Toi, dans ce groupe un peu de meneurs, Azad, Ja Morant, Haliburton, Brunson, Edwards, comment tu classes un peu tout ça? Je mettrais peut-être Tyrese Haliburton devant Edwards et Brunson pour les 3 dernières saisons. Mais Brunson, c'est vrai que l'argument de pouvoir jouer finalement à côté d'autres porteurs de balles, parce que t'as nommé Doncic, mais je trouve que il y avait une certaine idée de ce que ça aurait pu donner avec Randle sur certaines séquences aussi qui était intéressant, et il y a une portabilité qui est quand même plutôt cool. Après, je trouve que Tyrese Haliburton, tu vois, on parlait de joueur identité dans les tout premiers qu'on a classés. Là, on atteint peut-être un petit peu ce niveau-là aussi. Et t'as l'efficacité qui est toujours incroyable. T'as la création. T'as, entre guillemets, aussi cette capacité à voir ce jeu moderne et à pousser ce jeu moderne qui est finalement peut-être demande moins de qualité. Et on se dit, ah ouais, Ja Morant, il est en galère sur demi-terrain. Tyrese Haliburton, peut-être qu'il serait en galère sur demi-terrain aussi. Je pense qu'il serait moins en galère. Mais c'est surtout qu'il arrive à finalement faire qu'il y ait moins de demi-terrain et qu'on n'ait pas à se poser la question. Donc, puis je pense que défensivement, il y a ces problèmes de mobilité, mais sa taille a quand même une valeur, entre guillemets, qui aide pas mal aussi et qui est un peu moins compromettante. Donc pour moi, tu l'as appelé Tyler Haliburton, c'est pas mal en vrai. Moi, j'ai cru que tu mettais Tyler Hero d'ailleurs quand t'as écrit sur le truc. Mais ouais, je mettrais Haliburton, je pense, peut-être au-dessus de Morant pour les 3 saisons constantes avec un pic un peu plus bas. Et je pense que Jaren Jackson, je le mettrais peut-être en dessous de ce groupe. Peut-être pour les... C'était un défenseur, c'est un défenseur très bon, mais est-ce que comme Rudy Gobert ou comme Bam Adebayo, il n'y avait pas aussi parfois une fuite de valeur dans ses premières saisons aussi sur quel défenseur il pouvait être, les problèmes de faute, les problèmes de rebond, le jeu un peu stéréotypé. C'est toi qui as des problèmes de rebond, c'est pas lui. C'est moi qui ai des problèmes de rebond, qu'est-ce que tu racontes? Je suis le meilleur. Je voulais le défendre un peu. En vrai, je pense que pour mon 1m80, je dois être parmi les meilleurs rebondeurs de ma taille là. Mais et voilà. Et du coup, j'ai perdu le fil, mais le classement comme il est maintenant, ça me convient. Parfait. Est-ce qu'on a des oublis? Dans le chat, dites-nous. Ça crie beaucoup à Jalen Brown dans le chat. Jalen Brown, ouais. Westbrook aussi, quelqu'un l'a cité, mais je crois que malheureusement ça a un peu chuté. On n'a pas parlé de Kat, on n'a pas parlé de Kit non plus. Le chat. Donc Kat, qui a rigolé? Qui a osé rigoler à ça? C'est pas normal de rigoler à ça. Zion? Non. Ouais, mais Zion chier, mais malheureusement. Il n'y a pas assez. Fox a fait un All-NBA en 2023 d'ailleurs. Sabonis également. Randle, pas de regret pour personne. Hein. Je pense. Je regarde. Est-ce qu'il y a Bradley Beal d'ailleurs? Antoine, tu te rappelles 2021 Bradley Beal ou pas? Non. Non, d'accord, ok. Bon non alors. Tu veux dire l'année où on fait le podcast dessus en disant à quel point c'est intéressant, ça peut être une piste intéressante à échanger?
Ouais, et qu'en fait il y a beaucoup de points et que en fait c'est pas tant que c'est un shooter, c'est un driver et que c'est un niveau centrique, mais c'est pas hyper intéressant. Mais il a fait l'NBA de ça et que déjà je disais à l'époque, par contre défensivement, j'avais été halluciné quand j'avais retrouvé la série contre Boston qui est en 7 matchs. Ouais. Je sais plus quelle année c'est. 2017. Et je me suis dit putain c'est un match 7 et il fait plein de conneries et j'étais mais comment je me rappelle pas de tout ça quoi. C'était en mode c'est pas que c'est moyen, c'est que c'est pas bon quoi. Et je pense qu'il a eu un peu cet avantage à Washington de pouvoir un peu cacher ça défensivement. Après, oui, offensivement, j'adorais le drive, mais malheureusement, c'est souvent l'une des premières choses quand on vieillit qui part, quoi. Je réfléchis, mais je crois qu'on a fait à peu près tout le monde. Porzingis, peut-être pas assez de matchs. Non, moi je pense qu'on peut s'arrêter là. On a un top 25, mais du coup, top 27, qu'est-ce qu'il faut qu'on coupe ? On coupe Edwards. Mais Edwards, je pense que le pick est hyper intéressant, mais c'est tardif, quoi. C'est que 25, pour moi, 24-25. Est-ce qu'on coupe Brunson pour arriver au 25 ? Ça se joue entre Jaren Jackson, Brunson. Qu'est-ce qu'on élimine ? Je préférerais pas en cumuler Brunson à Morant, mais... Bah ouais. Moi, Baptiste. Bah ouais. J'ai fait l'avocat pour Morant, mais c'est quand même sacrément court, quoi, et on parle pas des pics, quoi. Donc, Tyrese Haliburton, 23. Numéro 24, Jalen Brunson, c'est ça. Et numéro 25, qu'est-ce qu'on fait on fait un coup double, les deux de Memphis, Jamon et Jaren Jackson. Comme ça, je suis pas vexé, on n'élimine pas Jaren Jackson. Très bien, ça fait un top 25. Est-ce que ça vous va comme top 25? Je peux peut-être le remonte en haut. Récapituler, donc je le récapipète, on nous parle de Garland, ouais dans Garland il n'y a pas assez de saison. Donc numéro 1, Nikola Jokic, numéro 2 et 3 dans le même tiers, Giannis et Curry, numéro 4, Luka Doncic, numéro 5, 6, 7 dans ce tiers-là, Tatum, Embiid et SGA, 8 et 9 les vieux LeBron et Kevin Durant, d'ailleurs un très bon podcast, les plus de 33 ans à écouter avec Baptiste, assez rigolo. Numéro 10, Lillard, Davis, Butler dans ce tiers-là, avec aussi Uncle Dennis / Kawhi Leonard qui est par là. Pas assez de saison, mais je crois que le pick est plus intéressant. Ensuite, on a eu 14, 15, 16, 17, 18, 19. On a un tir groupé avec Mitchell, Booker, Trae Young, Irving, Harden et George. On a Draymond ensuite, Adebayo, Gobert en 22, Haliburton 23, 24 Brunson et donc 25 le duo de Memphis, donc 25-26 mais 25 à égalité. Est-ce que ça vous va comme top 25? On peut s'arrêter là. C'est pas mal. Ça me va. C'est pas mal. J'ai peur qu'on ait oublié quelqu'un de genre vraiment méga obvious. Mais non, je pense que là on a fait le tour. Peut-être que Edward ça va être le plus clivant qu'il soit pas dedans, mais bon. Ah, mais non, je réfléchis, mais je crois pas. Hein. Je crois pas, parce que non, je pense qu'on a oublié personne. Bon bah écoutez, on va pouvoir un peu s'arrêter là, je pense, puisqu'Antoine il faut qu'il aille dormir tout de même. Donc je te remercie Baptiste pour ce soir. Merci Baptiste. Eh ben merci à toi Guillaume, merci à vous. Merci pour la veille. Non ah ben je pensais qu'on allait faire le top 50 moi, mais bon. Moi aussi, hein, mais bon. Merci à Zad aussi. Bah avec plaisir. Je sais pas pourquoi je sens que tu vas dire une connerie. Non, il n'y a pas de connerie. Ok, j'essaie de conclure très proprement. Ok. Et bah merci pour l'invitation et à vendredi. Et merci Antoine aussi. Merci aussi pour la venue. En plein échauffement pour le quiz. Je vois que Nico est toujours là à 23h24 et j'ai pas l'impression qu'il bosse le quiz. Ça me fait un petit peu peur quand même. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère que ça vous aura plu. Et donc voici pour cette rediffusion du live, hein, mais voilà, comme dit, le but c'était aussi de le faire en live, parce que pour les interactions, vu que c'était un peu à plusieurs, c'était un peu marrant, mais c'était aussi conçu pour être publié en tant que podcast à part entière pour le coup. Mais du coup c'est vrai que le fait qu'on les fait en live, j'ai pas pu contrôler un peu la qualité sonore, donc je m'excuse un peu pour ça, c'est pas la même qualité que d'habitude, notamment le côté égalisation des niveaux. J'ai qu'une seule piste où tout est mélangé, j'ai pas plusieurs pistes comme d'habitude où je peux un peu jouer et monter un peu le niveau des uns et des autres, mais voilà, c'est un peu ce ne sera pas souvent, on le fait d'ailleurs quasiment jamais ce côté rediffuser un live en tant que podcast. Mais voilà pour ce live, j'espère que ça vous aura plu. D'ailleurs, j'en profite directement pour vous dire rendez-vous vendredi 12 septembre pour un live un peu plus fun, moins prise de tête qu'aujourd'hui,
un peu plus fun puisque c'est un méga quiz, le quiz de l'Écho des Parquets versus Basket Lab, donc génération Antoine, Lucas et Nico de l'Écho des Parquets versus génération Basket Lab plus récente de Baptiste, Azad et FD. Rendez-vous vendredi 12 septembre ensemble pour faire ce méga quiz, pour s'amuser. Ça va être moins sérieux que Basket Lab, mais c'est pour juste rigoler ensemble en live et pour retrouver aussi nos anciens, nos vieux de l'Écho des Parquets qu'on n'entend pas tout le temps. Donc voilà. D'ailleurs, je vous précise aussi le YouTube, les rétrospectives NBA 2025, si ça vous intéresse d'aller voir ces décorticages tactiques de match. Et donc voilà pour aujourd'hui. Et je pense qu'on va se retrouver la prochaine fois. Alors, soit parler de draft, soit sinon éventuellement parler un peu de l'affaire Kawhi Leonard. Donc je ne sais pas encore pourquoi on se retrouvera, mais on va se retrouver bientôt, vous le savez, dans quelques jours à peine, pour un prochain podcast comme depuis des semaines. Et donc, sur ce, je vous remercie une nouvelle fois de nous d'avoir écouté jusqu'au bout. Un grand merci à Antoine, Baptiste et Azad d'être passés sur le Basket Lab. Et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.